Bienvenue dans le dossier où chaque histoire dévoile une nouvelle énigme à résoudre. Rejoignez-nous pour une plongée dans Miss Marple et le tableau qui s'est pendu, une histoire créée par des fans pour célébrer le charme et le génie de la détective légendaire d'Agatha Christie. Nous serions ravis de vous compter parmi nous dans cette aventure palpitante. Partagez vos impressions, dites-nous d'où vous regardez et si vous repérez des erreurs, n'hésitez pas à nous les signaler. Vos commentaires nous aideront à vous proposer des mystères encore plus captivants. Chapitre 1. Le cadre qui a basculé à minuit. La pluie tombait comme des aiguilles sur les avant-toits de Marchmont Hall, dont les murs de pierre grise se dressaient sur les collines détrempées du Devonshire. Minuit était arrivé, accompagné d'un seul coup sonore provenant de la vieille horloge de parquet du salon, à peine étouffée par les épaisses tapisseries et le hurlement de l'orage qui s'abattait sur les fenêtres. Quelque part au plus profond de la maison, quelque chose craqua, un grincement lent et délibéré, comme une corde qui se tend ou une porte rêvant à moitié de ses gonds. Mais aucune porte n'avait bougé, aucun pas n'avait résonné. Et pourtant, dans la galerie verrouillée à l'étage, le cadre s'était mis à osciller. Ce n'était que 22 minutes plus tard, alors que Madame Edith Fanshawe, la gouvernante, effectuait sa ronde habituelle, qu'elle poussa un cri suffisamment fort pour réveiller toute la maisonnée. À peine sa bougie avait-elle repoussé l'obscurité qu'elle entra dans la galerie de portraits, figée désormais dans un tableau de pourpre et d'ombre. Là, sous l'imposant cadre doré de Lady Marbury, au crépuscule, gisait le corps raidi de M. Ambrose Petrie, le conseiller artistique du domaine et un homme réputé pour découvrir des trésors et les exploiter. Le tableau, habituellement accroché précisément au centre du mur, oscillait maintenant doucement, comme s'il se remettait encore de sa chute. Mais ce qui coupa véritablement le souffle à Madame Fanshawe, c'est que le tableau n'était pas accroché à son crochet habituel. Celui du centre restait intact. Le cadre pendait maintenant légèrement de travers à un crochet plus petit, presque dissimulé derrière la tenture. Et au pied de Petrie, scintillant juste à côté de la tache de sang qui s'infiltrait dans le tapis, se trouvait une minuscule vis en laiton. Miss Jane Marple arriva le lendemain matin, convoquée non pas par une demande officielle, mais par les ragots indignés de sa vieille amie Madame Mayhew, qui les tenait de la boucherie, de la fille du frère du laitier, qui nettoyait les sols pour le personnel de cuisine de Marchmont. Miss Marple, armée d'un parapluie solide et d'opinions plus tranchées, déclara qu'elle prenait simplement le thé avec une vieille connaissance. À 10h30, elle était confortablement installée dans le salon, en compagnie du colonel Archibald Fanshawe, le maître grisonnant du domaine, un homme dont la moustache était plus hérissée d'autorité que de parole. « Ma femme est folle, Miss Marple. » Edith a trouvé le pauvre homme. Impossible de lui tirer un mot sans une bonne tasse de sherry. Le colonel remua maladroitement. Vraiment gênant. Le dîner de la Société d'art est demain. Petrie devait donner une conférence sur les nouvelles acquisitions. Maintenant, Scotland Yard va fouiner partout, fouillant sous chaque vase. Les yeux de Miss Marple pétillaient poliment derrière son tricot. Et la galerie, colonel? Toujours fermée, je suppose. En effet, verrouillée de l'intérieur, aucune fenêtre ouverte, et seulement 3 clés, une sur moi, une sur Edith, et une sur Petrie lui-même. Ou plutôt, en avait. Il se frotta le front d'une main noueuse par des années de chasse au renard et de regret. On dit qu'il a glissé. Théorie absurde. Du sang sur le coin de la vitrine. Mais vu la façon dont le tableau a été déplacé, Edith jure qu'il était immobile quand elle est partie à 10h. J'ai vérifié la galerie à 1h15. Rien d'anormal. Miss Marple hocha la tête, ses aiguilles claquant faiblement. Et la galerie? De haut plafond, si je me souviens bien. Les jolies corniches. Et du parquet. On entendait très bien les pas, surtout quand on essayait de se déplacer discrètement. Fanshawe cligna des yeux. Oui, tout à fait. Plus tard dans la matinée, avec une insistance polie, Mademoiselle Marple demanda à visiter la galerie. Elle était escortée par la jeune Margaret Fanshawe, la nièce du colonel, fraîchement sortie des beaux-arts, et aussi nerveuse qu'un lapin au pays des renards. Son regard allait d'un tableau à l'autre, sans jamais s'arrêter. « Je n'ai rien entendu hier soir, dit-elle doucement, tandis qu'il montait en escalier. Ma chambre est de l'autre côté. Mais
Je sais que l'oncle Archie dit qu'Ambrose a glissé, mais c'est absurde. Il avait le vertige. Il faisait toujours accrocher les tableaux par quelqu'un d'autre. Il n'aurait pas touché au cadre. La galerie, une fois ouverte avec la clé du colonel, était silencieuse. L'air était chargé d'un parfum d'huile de lin et d'une odeur plus subtile, peut-être de la cire, de la poussière ou le léger parfum d'une vieille fumée de pipe. Le tableau de Lady Marbury se dressait au-dessus d'eux, majestueux et aux yeux pâles, sa main peinte posée sur une branche de cyprès. Le nouveau crochet, plus petit et légèrement plus foncé que les autres, se trouvait juste à gauche du centre, presque invisible à moins de savoir où regarder. Miss Marple remarqua une faible trace de poussière, intacte, sous l'emplacement prévu du cadre. Elle se pencha délicatement et examina le sol. Une légère éraflure sur le plancher, parallèle à l'endroit où la tête de Petrie avait heurté le bord de l'armoire antique. Et à côté, à moitié sous le tapis, elle aperçut quelque chose, presque rien, un fragment de fil rouge. Elle le récupéra délicatement avec un mouchoir. « Monsieur, Petrie portait-il du rouge ?» demanda-t-elle distraitement, en jetant un coup d'œil vers Margaret. « Mon Dieu, non !» répondit la fille. « Toujours bleu marine, ou gris, et ces horribles coudières. »« MMH, murmura Miss Marple. C'est de la soie. Très belle. Un vêtement de femme, je crois. Peut-être une ceinture. » Margaret déglutit difficilement. « Tu ne crois pas que quelqu'un était là avant qu'Edith ne le trouve ? Je pense plutôt que quelqu'un était là après. » « Elle est partie, Johan, ma chère, » dit doucement Miss Marple. « Et ils ont déplacé le tableau, non pas par commodité, mais pour cacher quelque chose. » Les yeux de Margaret s'écarquillèrent. « Mais pourquoi l'accrocher au mauvais crochet ?»« Pour faire croire à un accident, » dit Miss Marple d'un ton doux, l'esprit en ébullition. « Mais ils ont fait une erreur. Le crochet d'origine, celui du centre, est légèrement desserré. Peut-être a-t-il vibré quand ils ont soulevé le tableau, ou peut-être... » Elle se tourna vers le mur du fond. Peut-être que le tueur pensait pouvoir tromper tout le monde, sauf les tableaux. Eh bien, c'est lourd, non ? Pas facile de les raccrocher sans bruit, surtout quand on est pressé. Elle se tourna lentement vers Margaret. « Dis-moi, ma chérie, à quelle heure étais-tu au studio hier soir ?» La fille blêmit. « Je me suis couché tôt. Je me sentais mal. »« Oh ?» Miss Marple sourit gentiment. « Et ton foulard en soie rouge, une couleur qui te va si bien, t'a-t-il accompagné ?» Margaret se raidit. « J'ai dû l'égarer. » Miss Marple ne dit rien. Elle laissa le silence s'installer et s'étendre comme un brouillard lent qui s'étend sur les landes. Le lendemain, la police d'Exeter arriva, errant en bottes de caoutchouc, examinant les empreintes digitales, mais ne trouvant rien qui puisse indiquer un endroit. Aucun signe d'effraction, aucune lutte. Juste le tableau, le cadavre, la vis et le crochet égaré. Un mystère absolu. Ce soir-là, autour d'un verre de cognac, Miss Marple s'adressa de nouveau au colonel Fanchaud. « Dites-moi, colonel, Ambrose Petrie avait-il des rivaux dans votre société artistique ?» Le colonel renifla. « Il n'avait pas d'amis, encore moins de rivaux. Arrogant, mais intelligent. Trop intelligent, à mon avis. Toujours à courir après les donateurs. Margaret m'a dit qu'il avait fait une offre pour un tableau qui n'était même pas censé quitter le hall. » Miss Marple haussa un sourcil. « Quel tableau ?»« Un petit portrait. Étude d'un garçon à la fenêtre. Par un inconnu. Il a dit que c'était un faux. Il me l'a dit au dîner il y a 2 soirs. Puis il a demandé en privé à Margaret s'il pouvait l'acheter. Étrange affaire. » Miss Marple cligna lentement des yeux. « Il a dit toi qu'était un faux, et j'ai essayé de l'acheter discrètement. Est. C'est étrange. » Elle se leva lentement. « Puis-je le voir ?» Le portrait était caché dans le couloir est, à moitié oublié derrière un figuier dans un pot en cuivre. Miss Marple s'en approcha, discrètement, ajustant ses lunettes. Là, le long du bord inférieur droit, à peine visible sous une couche de vernis, se trouvait le fantôme d'une seconde signature. Une autre main, un autre nom. « Colonel », dit-elle doucement. « Ce tableau est non seulement authentique, mais aussi précieux. La signature en dessous a été recouverte. Petrie le savait. Il comptait l'exposer à la conférence de demain. Mais quelqu'un d'autre le savait aussi et voulait absolument l'en empêcher. » Le colonel le fixa du « Regarde. Margaret ?» Miss Marple secoua la tête.
Non, je crois que Margaret savait, mais seulement après coup. Elle était peut-être amoureuse, peut-être même complice d'une dissimulation, mais pas du meurtre. Non, celui qui a tué Petrie avait à la fois un mobile et une opportunité, et quelqu'un qui portait de la soie. Le colonel Fanshawe parut perplexe. Vous voulez dire... Je n'aime pas accuser sans preuve, dit Miss Marple en se tournant vers l'escalier, mais je crois savoir qui a déplacé le cadre. Et je crois que nous trouverons l'autre extrémité de ce fil de soie rouge, dans la doublure de ses gants. Derrière eux, la porte de la galerie grinçait doucement sous le vent. Ou peut-être n'était-ce pas le vent. Car même les pièces fermées à clé peuvent être forcées quand la culpabilité a besoin d'un endroit où se pendre. Et dans le silence qui suivit, Miss Marple se pencha pour examiner une fois de plus le crochet en laiton. Là, sous le bord de la plaque à vis, quelque chose brillait. De la peinture. De minuscules taches, du même bleu que le manteau du garçon dans le portrait caché. Elle avait été griffée, forcée. Supprimer le tueur avait tenté de dissimuler la vérité. Mais la peinture se souvient, même quand on oublie. Miss Marple se leva lentement. Le cadre a basculé à minuit, murmura-t-elle à moitié pour elle-même. Mais ce n'est pas la chute qui l'a tué. C'est la vérité sous la toile, et la main qui n'a pas supporté de la laisser voir. Derrière elle, des pas résonnèrent faiblement dans le couloir, puis un cri soudain, surpris, bas et pressant. Un agent de police apparut dans l'embrasure de la porte, essoufflé. « Mademoiselle Marple, venez vite, nous venons de trouver quelque chose. » Dans le tiroir à couture de Madame Fanshawe, un foulard en soie rouge, déchiré, du sang sur l'ourlet. Miss Marple hocha simplement la tête, déjà à mi-chemin de la pièce. « Alors, dit-elle, le véritable dénouement commence au chapitre 2. » Chapitre 2, la clé qui dormait dans sa poche. La pluie était revenue au matin, une bruine lente et incessante qui voilait la campagne et transformait les allées du jardin de Marchmont Hall en ruisseaux de boue et en traces de pas s'estompant. Un brouillard humide et persistant pressait les fenêtres, engloutissant le paysage dans une douce obscurité grise. À l'intérieur, la tension était palpable. Des murmures résonnaient derrière les portes closes, et le cliquetis habituel de la vaisselle du petit déjeuner s'était réduit à un murmure contenu. Personne ne voulait parler plus bas qu'un murmure, avec un meurtrier potentiel parmi eux. La galerie de portraits restait délimitée par une corde de velours et le regard vigilant de l'inspecteur Kreil, un homme à la carrure nerveuse, au regard perçant et au tempérament hérissé de suspicion. Miss Marple, assise près de l'âtre du salon, son poing de croix à l'aiguille, leva calmement les yeux à l'entrée de l'inspecteur. Il hocha la tête avec raideur, tenant à la main un paquet enveloppé dans une toile cirée. Avec un petit geste théâtral, il le déroula sur le bureau à côté d'elle. « Une écharpe, dit-il brièvement. De la soie rouge, du sang sur un coin, trouvé au fond du tiroir à couture de Madame Edith Fanshawe, sous sa laine à repriser. » Miss Marple posa sa broderie. « C'est très curieux, dit-elle en l'examinant avec un léger intérêt. Et pourtant, ce n'est pas aussi concluant qu'il y paraît, n'est-ce pas, inspecteur ?» Il fronça les sourcils. « Tu crois que quelqu'un l'a planté là ?»« Je crois, dit-elle en choisissant ses mots avec soin, qu'une bonne gouvernante n'égare pas ses affaires, surtout pas de soie rouge, et certainement pas dans son propre tiroir. Cela paraît plutôt évident. Non pas l'acte d'une personne coupable, mais celui de quelqu'un souhaitant qu'elle apparaisse ainsi. » Kreil grogna mais ne dit rien, repliant l'écharpe dans son emballage d'une main experte. « Quoi ? Elle ira au labo. » Miss Marple haussa un sourcil. « Vraiment ? Dommage qu'on ne puisse pas simplement demander qui a eu la dernière clé de la galerie. » L'inspecteur hésita. « Il n'existe que 3 clés. Une au colonel Fanshawe, une au défunt, et la 3e. » Il marqua une pause. « Eh bien, vous trouverez cela intéressant. Madame Fanshawe prétend avoir gardé la sienne dans la poche de sa robe de chambre toute la soirée. Elle me l'a montrée ce matin. Elle était là. »« En robe de chambre ?» répéta Miss Marple. « Et elle n'a jamais quitté sa chambre, je suppose ?» ?»« C'est ce qu'elle dit. Elle s'est enfermée après sa ronde. »« Et pourtant, » murmura Miss Marple, « le corps d'Ambrose Petrie a été retrouvé moins de 5 minutes après sa tournée.
et le tableau avait déjà été déplacé. Soit elle a menti, soit quelqu'un a utilisé sa clé et l'a rendue à son insu. Crail croisa les bras. Une pièce fermée à clé, aucune empreinte, pas d'effraction. La porte était verrouillée de l'intérieur quand on l'a trouvée. Miss Marple regarda la fenêtre baignée de pluie. À moins, bien sûr, qu'elle ne soit pas verrouillée du tout. Mais semblait être. L'inspecteur se tourna pour la défier, mais elle était déjà retournée à sa broderie. À l'étage, dans le silence de l'aile sud, Margaret Fanshawe se tenait devant son chevalet, un pinceau immobile à la main. Son visage pâle se reflétait dans la fenêtre voisine, se confondant avec les arbres flous au-delà. Ses pensées n'étaient pas tournées vers la toile, mais vers le moment où elle avait vu Ambrose Petrie pour la dernière fois, vivant, vivace, insistant. Elle l'avait refusé. Il lui avait proposé de garder son secret, la fausse signature sur le tableau « Étude d'un garçon », en échange de quelque chose d'indicible. Elle l'avait giflé. Elle s'en souvenait parfaitement. Mais elle ne l'avait pas tué. Elle en était sûre, presque sûre. Ses doigts se dirigèrent instinctivement vers la poche en velours de sa blouse. Vide. Elle avait déchiré son foulard la semaine dernière, sur un clou dans la galerie, et comptait le raccommoder. Elle l'avait laissé sur la chaise près du feu. Maintenant, il avait disparu. Quelqu'un l'avait pris, utilisé et caché. Un léger coup frappé la tira de ses pensées. Miss Marple entra, sereine comme toujours. « Ma chère, pardonnez-moi, » dit la vieille dame. « Mais je me demande si vous accepteriez de me montrer à nouveau votre atelier. Je crois que j'ai oublié quelque chose d'important. » Margaret hocha la tête d'un air hébété et s'écarta. La pièce était petite, pleine de peinture et de térébenthine. L'odeur âcre de l'huile de lin et de l'huile de lin flottant dans l'air. Sur une table d'appoint, des palettes séchaient, et en dessous, un panier de pinceaux usagés était posé à côté d'un chiffon froissé. Miss Marple se déplaçait lentement, son regard scrutant chaque objet avec une délicate précision. « Puis-je » demanda-t-elle en désignant le tissu. Margaret hocha la tête. Miss Marple le souleva. En dessous se trouvait un petit crochet en laiton, identique à celui retrouvé derrière le tableau. Mais celui-ci était dévissé, desserré, comme s'il avait été testé. Margaret retint son souffle. « Ça vient du débarras, » dit-elle d'une voix faible. « Je l'ai apporté pour le dessiner la semaine dernière. J'ai trouvé les détails intéressants. » « En effet, » dit Miss Marple, « intéressant et instructif. Voyez-vous, ce genre de crochet, s'il n'est pas fixé correctement, peut paraître solide, mais céder facilement sous le mets, poids d'une lourde charpente. Et c'est précisément ce qu'il fallait. » Margaret murmura. « Tu penses que quelqu'un a testé ça au préalable ? » « Je crois que quelqu'un a planifié avec beaucoup de soin, oui. Il fallait que le tableau tombe de manière convaincante, sans qu'il le touche. Et pour cela, il a fallu s'entraîner. » Miss Marple se pencha plus près. « Dites-moi, ma chère, étiez-vous seule ici jeudi soir dernier ?» Margaret hésita. « Non, Madame Fanshawe est venue contrôler le feu. Et puis, quelqu'un d'autre est arrivé. »« OMS » Margaret détourna le regard. « Giles, mon cousin, il m'a apporté du thé. »« Ah, le charmant monsieur Giles Fanshawe » dit doucement Miss Marple. « Un homme qui ne part jamais sans avoir vu ce qu'il est venu chercher, ou ce qui pourrait lui servir plus tard. » Miss Marple redescendit au salon. La maisonnée s'agitait, un brouillard de suspicion envahissant chaque couloir. Même le colonel Fanshawe s'était mis à faire les 100 pas, les nerfs à vif. « Tu as vu Giles aujourd'hui ?» lui demanda doucement Miss Marple. « Il est parti tôt ce matin. Il a prétendu avoir un rendez-vous à Londres. Il a pris l'Austin. »« dit Miss Marple. « C'est une drôle de période pour être absent, surtout avec Scotland Yard sous nos pieds. » Le colonel grimaça. « Il est impulsif. Margaret est sa seule véritable amie ici. Ils ont grandi comme des frères et sœurs. »« Et pourtant, » dit Miss Marple, « les frères et sœurs s'attardent rarement aux portes des studios pour écouter aux portes, ou empruntent rarement des clés quand personne ne regarde. » Le colonel se figea. « Que suggérez-vous » Miss Marple le regarda avec bienveillance. « Seulement que certains hommes se sentent plus privilégiés qu'ils n'en ont l'air. Je crois que M. Gilles connaissait la véritable provenance du tableau. Je crois aussi qu'il le voulait pour lui-même. Une vente rapide à l'étranger, peut-être.
Mais la conférence prévue par Ambrose Petrie aurait révélé la contrefaçon, ainsi que la fraude. Mais comment Giles a-t-il pu entrer dans la galerie? Miss Marple se pencha plus près. Vous souvenez-vous de l'exercice d'incendie, colonel? La semaine dernière, toutes les clés ont été testées, et elles ont toutes été laissées dans le bac de la cuisine pour être triées. Le colonel pâlit. Vous pensez que Giles a fait une copie? Je pense, dit Miss Marple d'une voix calme, que Giles a fait un double de la clé de la galerie. Il a caché le double. Et la nuit du meurtre, pendant que Madame Fanshawe faisait sa ronde, il l'a utilisé. Il est entré dans la galerie avant qu'elle ne soit fermée. Il a desserré la vis. Il a déplacé le tableau sur le faux crochet. Il s'est caché. Il a attendu. Mais comment est-il parti? Murmura le colonel. Il ne l'a pas fait, dit Miss Marple. Seulement plus tard. Une fois qu'Edith a trouvé le corps et couru chercher de l'aide, la pièce est restée brièvement sans surveillance. Giles est sorti, a verrouillé la porte de Chaponard, l'intérieur, puis a repoussé le verrou à l'aide d'un simple fil et d'un clou. Une technique qu'un garçon malin aurait pu apprendre depuis longtemps, en piégeant les portes. Le fil a été récupéré plus tard. Elle ouvrit la paume de sa main. Là, niché dans sa main, se trouvait un morceau de fil noir déchiré, retrouvé accroché au bord de la porte de la galerie. Laissé par quelqu'un pressé. Un coup frappé les interrompit. C'était Margaret, essoufflée. Un télégramme vient d'arriver. De Gilles. Il est à Paris. Il dit qu'il ne reviendra pas avant nouvel ordre. Miss Marple se leva. En effet, les coupables s'enfuient, mais laissent quand même des miettes de pain. Dois-je envoyer l'inspecteur à sa poursuite? Demanda le colonel. Miss Marple secoua la tête. Laissez-le courir. Son histoire s'effondre déjà. Elle se dirigea vers la fenêtre du salon. Dehors, la pluie avait enfin cessé et le brouillard se levait sur la lande. Je dirai tout à Creel, dit-elle. Mais il y a encore une chose à laquelle nous devons penser. Le colonel leva les yeux. Qu'est-ce que c'est? Miss Marple se retourna lentement. La clé, la vraie, celle que Giles a utilisée, elle a dû être rendue avant le matin, à quelqu'un qui ne s'est même pas rendu compte qu'elle avait disparu. Le colonel fronça les sourcils. Mais, alors? La voix de Miss Marple était douce, mais claire. Quelqu'un avait la clé dans sa poche et n'a jamais pensé à se demander comment elle était arrivée là. Dans le couloir, un léger bruit résonna. Des talons claquaient sur le carrelage. Madame Edith Fanshawe s'approcha, pâle et posée, un plateau de thé à la main. Son regard croisa celui de Miss Marple l'espace d'une seconde. Et à cet instant, quelque chose brilla derrière son sourire prudent. La clé dormait dans sa poche. Mais la culpabilité l'avait déjà envahi. Et tandis que Miss Marple se tournait vers la lumière du feu, son esprit se tourna vers le chapitre 3, où un autre secret ne resterait plus enfoui. Chapitre 3. La note postée après sa mort. Le brouillard matinal s'épaississait sur les fenêtres de Marchmont Hall, ternissant l'éclat doré de la porcelaine du petit déjeuner et créant des ombres accrochées au coin de chaque pièce. La cloche de la chapelle du village sonna lentement 9 coups à travers la brume, et avec elle le bruit des bottes sur les dalles de la bicyclette du facteur, arrivant avec sa sacoche d'enveloppes humides et de promesses pliées. Edith Fanshawe, plus calme que d'habitude, récupéra les lettres sur le plateau d'argent du hall et les porta au salon, son regard s'arrêtant un bref instant sur une épaisse enveloppe ivoire, adressée d'une écriture trop familière. Son souffle s'accéléra. Miss Marple était déjà là, assise près des portes-fenêtres, sirotant une tasse de thé léger, avec sa sérénité habituelle. Elle remarqua aussitôt l'hésitation d'Edith, le léger tremblement de son poignet, la façon dont son pouce caressait une fois, puis 2 fois, le rabat de l'enveloppe. « Y a-t-il quelque chose de troublant dans ce courrier, Madame Fanshawe » demanda-t-elle doucement. Edith cligna des yeux. « Oh, eh bien non, Mais le mensonge s'effondra lorsque ses lèvres s'entr'ouvrirent. C'est de Monsieur Petrie, Ambrose. Le colonel Fanshawe leva les yeux de son journal. « De quoi diable parlez-vous » Elle lui tendit la lettre. C'est son écriture, son papier à lettres, caché de la poste, de ce matin. Le colonel l'ouvrit en le déchirant, fronçant, les sourcils en le lisant à voix haute. « Mon cher Archie, je suis mal à l'aise. Le portrait de Marbury est plus complexe que je n'osais le dire à voix haute.
Je crois qu'il vaut bien plus que ce que la famille comprend. Mais je dois vous le dire en personne. Veuillez garder cela confidentiel jusqu'à ce que j'arrive avec des preuves. Bien à vous, Ambrose. Il y eut un long silence. Il est mort il y a 2 nuits, dit Margaret depuis le coin, la voix tendue. Comment a-t-il pu être posté? Après, Miss Marple se leva et prit l'enveloppe. Le cachet de la poste est de Little Brinley. C'est à 8 kilomètres d'ici. Il n'y a pas de relève après 6 heures du soir. Il a fallu déposer cette enveloppe au petit matin hier, bien après la découverte du corps de M. Petrie. L'inspecteur Kreil fut immédiatement appelé et arriva d'humeur maussade. Il examina attentivement la lettre, renifla le papier et le brandit contre la fenêtre. L'encre est sèche, aucun signe de falsification. L'écriture correspond aux autres échantillons. Mais nous savons que Petrie était mort à 11 heures. Cette lettre ne devrait pas exister. Miss Marple l'interrompit doucement. À moins, bien sûr, qu'il l'ait écrit plus tôt, avec l'intention de le publier plus tard, et que quelqu'un d'autre l'ait fait pour lui. Kreil fronça les sourcils. Mais pourquoi poster une lettre après la mort de cet homme? Pour retarder les soupçons, dit doucement Miss Marple, pour suggérer qu'il était encore en vie, pour brouiller les pistes. Ce qui signifie que le tueur avait accès à la galerie et à la lettre, murmura Kreil. Et il voulait que le colonel la lise aujourd'hui. Le regard de Miss Marple se porta vers l'âtre. La diversion est un vieux truc, inspecteur, mais mal exécuté ici. Monsieur Petrie n'était pas du genre à laisser traîner des lettres. S'il l'a écrite, il l'a scellée. Et cela signifie que quelqu'un savait exactement où la trouver. Peut-être même l'a-t-il vu l'écrire. Margaret s'avança. Tu veux dire que quelqu'un l'observait à la bibliothèque? Il y écrivait des lettres, tous les soirs après le dîner. Je l'ai vu ce soir-là. Je suis passé devant la porte en allant chercher mon carnet de croquis. Miss Marple hocha la tête. Et vous n'avez vu personne d'autre? Margaret hésita. Seulement Giles. Il faisait les 100 pas devant la fenêtre. Encore Giles, dit Kreil d'un ton amer. Mais il s'est enfui en France. Le colonel l'a confirmé. Trop opportunément, dit Miss Marple. Giles a des secrets, certes, mais je me demande si cette supercherie n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus discret. Quelqu'un de plus proche. Plus tard dans l'après-midi, tandis que le soleil peinait à percer la brume, Miss Marple se rendit au bureau de poste du village. C'était un endroit bien rangé, avec une seule fenêtre et une odeur âcre de colle et de copeaux de crayon. Derrière le comptoir, Madame Willow, ronde, rougeaude et réputée, pour son sens de l'observation, tenait des registres en équilibre. « Bonjour, dit Miss Marple d'un ton enjoué. Je me demandais si je pouvais vous poser une question un peu curieuse. » Madame Willow leva les yeux. « C'est toujours un plaisir, Miss Marple. » Miss Marple montra l'enveloppe. « Vous souvenez-vous qu'elle a été postée ?» Madame Willow plissa les yeux. « Oh oui, apporté juste après 8 heures hier matin. Il était vraiment remarquable. J'ai même noté, il pleuvait et le type était trempé, pas un villageois. Grand, gants noirs, pas un mot. Était-il jeune? Non, plus vieux. Gris sur les tempes, je crois. Joli manteau. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Diriez-vous le manteau d'un marchand d'art ?» Les yeux de Madame Willow s'écarquillèrent. « Eh bien, oui. » À bien y penser. Miss Marple la remercia et retourna pensivement à Marchemont. Elle ne dit rien jusqu'au thé, où elle prit discrètement le colonel à part. « Colonel, dit-elle doucement, Ambrose Petrie a écrit cette lettre le soir de sa mort. Il ne l'a jamais postée. Mais quelqu'un d'autre l'a fait. Quelqu'un qui voulait jeter le doute ailleurs. Quelqu'un qui a trouvé la lettre et y a vu une opportunité. » Le colonel secoua la tête. « Mais si Giles est parti... » Ce n'était pas Giles. C'était quelqu'un d'autre qui aurait profité de la survie de M. Petrie quelques heures de plus, juste le temps de réaliser un faux. Le colonel Fanshawe blêmit. Un faux? Miss Marple baissa les yeux sur son tricot. Le tableau étude de garçon. Il a disparu. Le colonel jura. Mais c'est impossible. Vérifiez le couloir est, dit-elle doucement. Ce qui est accroché là maintenant est une copie. Bâclée, mal faite, mais convaincante au premier coup d'œil. L'original a disparu. Ils se précipitèrent à l'étage. Margaret les suivit, blanche comme la craie. Le tableau était bel et bien là,
Mais Miss Marple s'approcha et détacha délicatement le bord de la toile. La peinture s'écaillait. « Pas d'âge, dit-elle. Et regardez !» Mauvaise signature. Le coup de pinceau est plus raide. Ce n'est pas Giles qui a fait ça, ni Margaret. C'est quelqu'un de compétent, quelqu'un qui était déjà dans la maison. Margaret haleta. « Tu crois que quelqu'un l'a falsifié cette nuit-là ? Mais ça prendrait des heures. » Miss Marple se retourna lentement. Pas si elle avait déjà été peinte. Pas si quelqu'un avait préparé un faux à l'avance, attendant l'occasion de le remplacer. Si M. Petrie découvrait la vérité, tout aurait été gâché. Le colonel Fanshawe le fixa du regard. Qui serait assez audacieux? La personne qui avait accès à la bibliothèque, à la galerie et à la confiance de M. Petrie. Miss Marple baissa la voix. Celui-là même qui vous a incité à faire don de votre collection à la Fondation Marchemont. Un nom que vous ne m'avez mentionné qu'une seule fois, mais qui a dîné ici 2 fois cette semaine. Le colonel pâlit. Henry Gallinger, notre avocat de famille. Exactement, répondit Miss Marple. Il connaissait la valeur du tableau. Il vous a conseillé sur toutes les questions de provenance et de donation. Il a même encouragé M. Petrie à le vérifier, sachant pertinemment que lorsque Petrie le ferait, il serait trop tard. Mais pourquoi retarder la lettre? Pour semer la confusion, dit Miss Marple, pour suggérer que Petrie avait vécu assez longtemps pour le publier lui-même. Que ses soupçons n'étaient pas encore confirmés, et peut-être, surtout, pour donner à Gallinger le temps de disparaître discrètement avec l'original. Le colonel resta silencieux, puis sa voix se durcit. « J'envoie un télégramme à Crail immédiatement. » Miss Marple hocha la tête. « Allez-y, et vérifiez la chambre de Gallinger. Je crois que vous trouverez le croquis que Margaret a laissé près de la porte de la bibliothèque. Une version préliminaire de l'étude d'un garçon. Et sous son matelas, un tissu taché de peinture et peut-être un registre. Les faussaires tiennent souvent des registres. » Mais avant que le colonel ne puisse bouger, Edith Fanshawe apparut dans l'embrasure de la porte, le visage impassible, les yeux écarquillés d'horreur. « Il y a quelque chose que tu dois voir, » dit-elle d'une voix caverneuse. « C'est au grenier, derrière les malles à linge. » Le colonel la fixa du regard. « Mais qu'est-ce que... » « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je pensais que c'était juste de la toile. Quelque chose qu'il stockait. Mais ce n'est pas le cas. » Ils la suivirent dans l'étroit escalier de service, dont les murs murmuraient au vent. Au bout, sous une poutre tordue, elle souleva un drap de lin. Là, enveloppé dans une toile cirée, se trouvait le tableau original, et à côté, le registre d'Ambrose Petrie. Ouvert, la dernière page griffonnée au crayon, tremblante, inachevée. « S'il m'arrive quelque chose, prévenez Jane Marple. Ne faites confiance à personne, ce tableau est réel. » Miss Marple s'agenouilla, ses doigts effleurant la page. « Il savait, » murmura-t-elle. « Il savait que quelqu'un l'observait. » Un bruit soudain retentit dans l'escalier. Le colonel pivota, mais Miss Marple se redressa, le regard calme. « Il faut agir vite, » dit-elle. Le faux était astucieux. Mais M. Petrie nous a laissé son dernier témoin, ce mot. Et elle le brandit, le gribouillage au crayon brillant faiblement dans la lumière du grenier, daté du matin de sa mort. Une note qui n'a jamais été destinée à être publiée. Une voix s'est tue avant qu'il ne puisse parler. Mais enfin, Miss Marple écoutait. Et le piège se refermait. Au chapitre 4, quelqu'un serait enfin à court de mensonges. Chapitre 4. L'alibi brisé autour d'un thé. La pluie tambourinait sans relâche contre les hautes fenêtres de Marchmont Hall, son rythme aussi précis que le tic-tac de l'horloge de parquet du salon. Dehors, les arbres pliaient sous le poids de la tempête, leurs feuilles s'accrochant aux vitres comme des mains désespérées. À l'intérieur, le feu crépitait doucement, projetant des reflets ambrés sur le parquet ciré et la porcelaine délicate posée sur la table basse. Miss Marple, confortablement installée sur la banquette près de la fenêtre, se versa une seconde tasse de thé avec une grâce qui rendait le geste parfaitement bénin, presque oubliable. Mais son regard, derrière sa douce teinte bleutée, était fixé sur l'homme en face d'elle. Giles Fanshawe souriait trop facilement. Son manteau était fraîchement brossé, son col raidi par l'amidon, et sa voix possédait ce charme léger que l'on ne trouve que chez les hommes habitués à obtenir ce qu'ils veulent sans jamais paraître le vouloir.
Je dois dire, Miss Marple, que c'est une agréable distraction après toute cette horreur à l'étage. Du thé et un peu de compagnie, très civilisé. Elle hocha la tête et lui tendit la tasse. Du sucre? 2 morceaux, merci. Miss Marple les ajouta lentement, observant la façon dont ses doigts fléchissaient légèrement avant de prendre la tasse. Pas nerveuse, trop bien élevée pour ça, mais alerte, prête. Non, tu étais absent, dit-elle doucement. À Paris, je crois? Oui, le travail. Terriblement ennuyeux. Je n'avais aucune idée de tout cela avant mon retour ce matin. Mais vous avez reçu le télégramme du colonel? Gilles sirota en souriant. En effet. Et j'ai pris le premier train pour rentrer. La loyauté familiale et tout ça. Elle inclina la tête. C'est gentil de votre part. Vous avez dû être choqué. D'apprendre pour Monsieur Petrie. Oh, oui, dit-il trop vite. C'est terrible. Mais bon, cet homme avait des ennemis. Il en savait toujours trop, il en disait trop. Les yeux de Miss Marple pétillèrent au-dessus de sa tasse. Et vous? Vous le connaissiez bien? Gilles se pencha en arrière. Juste en passant. On a parlé à... Il m'a un jour accusé de privilégier les impressionnistes avec trop peu de goût. Tu étais là la nuit où il est mort? Oui, répondit Gilles sans hésiter. Une nuit épouvantable. La pluie fouettait les fenêtres. Je suis resté à la bibliothèque jusqu'à presque minuit, à lire. Margaret m'a vu, puis je suis allé me coucher. Miss Marple hocha de nouveau la tête. Quelle chance que quelqu'un puisse se porter garant de vous. Je suppose que oui, dit-il d'un ton juste ce qu'il fallait de détachement amusé, même si je doute que Margaret s'intéresse à moi ces derniers temps. Elle se versa une nouvelle tasse. C'est drôle, dit-elle, distraitement. Comme le plus petit détail peut tout bouleverser. Par exemple, tu vois cette tasse de thé. Il cligna des yeux. Et alors? Ceci vient du service du Staffordshire. Ravissant, n'est-ce pas? Mais Madame Fanshawe le garde sous clé dans le placard et ne l'utilise que pour ses invités spéciaux. La porcelaine ordinaire est conservée dans le garde-manger. Je n'ai donc pas pu m'empêcher de me demander comment, la nuit de la mort de Monsieur Petrie, le thé que Margaret vous aurait apporté, selon vous, était également servi dans de la porcelaine du Staffordshire. Elle me l'a dit elle-même. Le sourire de Giles s'estompa. Voyez-vous, poursuivit Miss Marple d'un ton doux, Margaret a dit qu'elle avait pris votre thé dans le garde-manger. Elle a été très précise. Elle a choisi une soucoupe ébréchée pour ne pas abîmer la porcelaine. Mais vous avez dit à l'inspecteur Crail que votre tasse contenait des roses bleues, comme celle-ci. Il y eut une longue pause. J'imagine, dit-elle, que tu as choisi le mauvais détail à retenir. Et maintenant, ton alibi est complètement fissuré, comme cette petite tasse pourrait le faire si je la laissais filer. Giles ne dit rien. Mais bon, ajouta Miss Marple en remuant son thé, vous saviez que la lettre existait, celle qu'Ambrose Petrie avait écrite au colonel. Vous vouliez retarder sa découverte. Vous l'avez donc postée le lendemain matin à Little Brinley, gantée, espérant que personne ne la remarquerait. Et, effectivement, personne ne l'a remarqué, sauf Madame Willow, qui a une excellente mémoire pour les manteaux. Sa voix finit par se faire entendre, tendue. Tu ne peux pas prouver que je l'ai postée. Non, dit-elle. Mais le foulard que tu as pris dans l'atelier de Margaret, celui que tu as utilisé pour cacher des preuves, avait une légère trace de pigment, de la même teinte que le faux découvert hier. Je l'ai remarqué juste avant qu'il soit envoyé pour analyse. Tu vois, les artistes ont tendance à privilégier leur couleur préférée. Tu n'as pas pu résister. Il se leva brusquement. C'est absurde. Mais la falsification n'est pas absurde, Monsieur Fanshawe, dit Miss Marple d'un ton neutre, et le meurtre non plus. Il la fixa du regard. Puis, sans un mot, il se retourna et quitta la pièce à grands pas. Le colonel entra peu de temps après, le visage tiré. « J'ai entendu des voix élevées. » Miss Marple lui tendit la théière. « Monsieur Fanshawe est bouleversé. Il a commis l'erreur fatale de croire que tout le monde oublie le motif de la porcelaine après le thé. » Le colonel s'assit lourdement. « Vous croyez qu'il a tué Petrie? Je crois qu'il a trafiqué la scène. Mais non, je ne crois pas qu'il ait porté le coup. Le moment est mal choisi. » Elle jeta un coup d'œil vers le couloir. « Il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus discret. Quelqu'un à qui Petrie avait suffisamment confiance pour montrer cette lettre avant de la sceller. Quelqu'un qui se tenait dans la bibliothèque, écoutant l'homme marmonner pour lui-même
rédigeant son dernier message. Le colonel Fanshawe se pencha en avant. « Qui » Miss Marple regarda le feu. « Quelqu'un qui se déplace dans cette maison sans se faire remarquer. Qui a le droit de circuler dans les pièces? Qui a pris une clé dans la robe de chambre d'Edith, posté la lettre après le meurtre, puis l'a rendue, encore chaude de sa poche ?» Elle s'arrêta. « Savez-vous, colonel, que le valet de pied, James, a été un jour apprenti dans un atelier d'encadrement à Londres ?» Le colonel fronça les sourcils. « Il y a des années. Pourquoi ? Parce que le cadre du faux a été remplacé, et seul quelqu'un qui savait manier le moulage oserait s'y essayer. » Il y eut un long silence. Puis le colonel expira lentement. « James a toujours été quelqu'un de discret, fiable. »« Trop fiable, » dit Miss Marple. « J'ai demandé à Edith de lui polir les gonds en laiton de la porte de la galerie. Ce matin, j'ai vu la marque de Mindina, vernis jaune sur le côté de son pouce, la même que celle trouvée sous le bord du faux tableau. » Le colonel se leva. « Vous pensez qu'il travaillait avec Giles ?»« Je pense, » dit prudemment Miss Marple, « qu'il travaillait pour quelqu'un. Giles espérait peut-être en tirer profit, mais quelqu'un d'autre a tout orchestré. Quelqu'un qui savait comment utiliser les secrets des autres contre lui. Le tonnerre grondait au-dessus de nos têtes. Des pas résonnèrent dans le couloir. Miss Marple leva sa tasse de thé. « L'heure de vérité est arrivée. Voyons qui y survivra. » Et tandis que James apparaissait à la porte, pâle, silencieux, les yeux tournés vers l'escalier, Miss Marple l'observait attentivement. « Dites-moi, James, dit-elle doucement, quand avez-vous nettoyé pour la dernière fois le portrait de Lady Marbury, celui au-dessus du cabinet ?» James hésita. « Je ne touche jamais au tableau de la galerie, dit-il. » Mais Miss Marple se contenta de sourire. « Voyez-vous, c'est bien là, le problème. Le tissu trouvé dans vos appartements présentait des traces d'or, de la dorure dans le coin inférieur. Quelqu'un a essayé d'enlever quelque chose du cadre. Mais la peinture dit vrai. Et vous aussi, je crois. » James ouvrit la bouche. Et puis d'en haut, un cri est venu. « Marguerite !» Le colonel s'est précipité hors de la pièce. Miss Marple se leva lentement, sa main tremblant légèrement. Dans la chambre de Margaret, son chevalet était brisé, ses carnets de croquis éparpillés sur le sol et sur son oreiller, une seule rose rouge, dépouillée de ses feuilles. Un message. Miss Marple le ramassa, le visage grave. « Ce n'est pas James qui a fait ça, » dit-elle doucement. « C'est quelqu'un qui l'avertissait de ne pas parler. » Elle s'est retournée. « Il y a encore quelqu'un d'autre, » dit-elle. « Quelqu'un qui observe, qui écoute. Quelqu'un qui a visité chaque pièce sans laisser de traces. » Elle regarda la fenêtre. Une légère tache rouge sur le cadre extérieur. De la peinture à l'huile. Et une empreinte digitale. La mauvaise personne venait de commettre sa dernière erreur. Et dans le chapitre 5, Miss Marple allait enfin tendre le piège. Chapitre 5. La volonté qui a saigné dans la cheminée. Un vent glacial soufflait dans les cheminées de Marchmont Hall, hurlant comme une horreur ancienne et malmenée. Il faisait vibrer les vitres et faisait vaciller le grand candélabre en laiton sur la cheminée, comme agité par des mains invisibles. Dehors, le crépuscule s'installait, tôt sur le parc détrempé, transformant les jardins en ombre et le ciel en éteint. À l'intérieur, le salon sentait vaguement la cendre et les roses humides, et Miss Marple, assise dans son fauteuil habituel près du feu, observait quelque chose d'étrange dans la cheminée. C'est Edith Fanshawe qui l'avait remarqué la première. Cet après-midi-là, elle rangeait l'âtre, balayant les bûches calcinées de la veille, lorsqu'elle avait poussé un léger soupir. Miss Marple, appelée sans cérémonie, s'était penchée pour regarder. Parmi les cendres, déformées et noircies, gisaient les restes d'un document. Du vélin, pas du papier ordinaire, pas entièrement consumé. Il avait été volontairement plié avant de brûler, ses bords recourbés vers l'intérieur, protégeant un miraculeux fragment de survie. Une unique ligne de texte dactylographiée qui avait échappé aux flammes. On pouvait y lire, très clairement, « Ah, et à mademoiselle Margaret Fanshawe, je lègue l'intégralité de ma succession, y compris la collection Marbury. » Le colonel Fanshawe, informé, pâlit d'abord, puis rougit. « Impossible, » dit-il d'une voix pâteuse. « Le testament a été rédigé il y a des années. Tout me revient. Tout m'est toujours revenu. Ambrose Petrie le savait. » « Il savait autre chose, colonel, » dit Miss Marple à voix basse.
Il savait que quelqu'un essaierait de détruire ce document, et il semble qu'il ait pris ses précautions. Le feu peut détruire le papier, mais il le consume rarement uniformément, surtout s'il est plié intelligemment. Quelqu'un pensait avoir effacé la déclaration de Margaret, mais il a été négligent, ou précipité, ou peut-être ignorait-il que le feu était déjà faible au moment où il l'a jeté. L'inspecteur Crail arriva peu après, le visage crispé par l'irritation. « Qui l'a trouvé ?»« Oui, » murmura Edith en tordant son tablier. « J'étais en train de brosser la cendre et elle était là, bien pliée, à moitié fondue. » Crail examina le testament carbonisé avec une pince à épiler, le déposant délicatement sur un plateau en laiton. « C'est incontestablement authentique. Petrie a tapé lui-même tous ses documents juridiques. Mais cette ligne, elle change tout. »« C'est vrai, » acquiesça Miss Marple. « Et c'est pour ça qu'il a été tué. Ou plutôt, c'est pour ça que le tueur n'a pas pu attendre. » Giles était maintenant rentré de sa brève escapade en France. Son visage était marqué par l'anxiété, mais il gardait un air de défi. Si Petrie avait un Nouveau Testament, pourquoi ne l'a-t-il pas mentionné? Pourquoi n'en a-t-il pas parlé au colonel? Il aurait sûrement partagé quelque chose d'aussi important. Pas s'il craignait les conséquences, répondit Miss Marple. Il avait déjà découvert la contrefaçon de L'étude d'un garçon, une pièce qu'il pensait constituer un héritage durable de la collection de Marchemont. S'il soupçonnait quelqu'un de tenter de voler cet héritage, il aurait peut-être décidé de s'assurer qu'il finisse entre des mains de confiance. Giles regarda Margaret, assise silencieuse près de la fenêtre, le regard indéchiffrable. « Et toi ?» lui demanda-t-il. « Le savais-tu? L'as-tu manipulé pour qu'il modifie son testament ?» Margaret leva lentement les yeux. « On pense toujours que les gens manipulent tôt les choses, Giles. Mais Ambrose n'était pas idiot. Il savait que j'adorais ce tableau. Je lui ai montré le croquis original que j'en avais fait. Il m'a dit qu'il avait vu suffisamment d'amateurs d'art à son époque pour savoir reconnaître l'authenticité d'une œuvre. Cependant, dit le colonel d'un ton sec, ce n'est pas comme si on te nommait son héritier. Il connaissait les attentes de la famille. Il savait aussi, a déclaré Miss Marple, que les attentes sont souvent ce qui fait tuer les gens. » La pièce devint silencieuse. Plus tard dans la soirée, Miss Marple demanda à revoir la galerie. La pluie avait recommencé à frapper avec insistance contre les hautes fenêtres à vitraux, alors qu'elle pénétrait dans le long couloir des portraits. Elle avança lentement, s'arrêtant devant la cheminée, près de la vitrine centrale. L'âtre était inutilisé, longtemps scellé par des briques, mais le manteau était du même marbre froid que celui qui ornait le reste de la salle. Une horloge en bronze, arrêtée à 10h48 précise, y était posée. Elle l'examina attentivement, époussetant la base. Une fine rayure, pas plus large qu'un ongle, traçait le dessous. Elle se tourna vers l'inspecteur Crail. « Quelqu'un a-t-il vérifié la cheminée? A-t-elle été utilisée récemment ?» Crail secoua la tête. « Pourquoi le ferions-nous ?»« C'est scellé. » Miss Marple se pencha. « Non, pas celle-ci, mais celle du bureau des invités. La petite pièce d'angle donnant sur l'aile est... Edith m'a dit que Petrie y travaillait souvent quand la bibliothèque était trop bruyante. C'est là que se trouve la machine à écrire. » Ils se rendirent ensemble, Crail, Margaret et Miss Marple, dans l'aile est. Le bureau était petit, le papier peint délavé et les bords tachés d'humidité. Mais l'âtre était bien réel, tout comme la suie. Miss Marple désigna la grille. Là, parmi le bois noirci, gisaient d'autres cendres et quelque chose qui brillait faiblement à la lueur du feu. Crail se pencha et le récupéra. « Une clé, dit-il. » Margaret recula. « Pas n'importe quelle clé, murmura-t-elle. C'est la clé de la galerie. » Miss Marple hocha la tête. « Le quatrième manquant. Mais je pensais qu'il n'en existait que 3, s'exclama Crail. L'expression de Miss Marple était calme. Et c'était toujours l'erreur. Nous pensions qu'Ambrose en avait un. Le colonel en avait un. Edith en avait un. Mais un 4e a dû être fabriqué. Une copie. Pas par Giles, il est trop visible, et pas par Margaret qui était surveillée, mais par quelqu'un comme Petrie lui-même, ou un de ses proches. Margaret halta. Il l'avait caché ici, dans cette pièce? Je crois, dit Miss Marple, que quelqu'un l'a trouvé ici, peut-être la veille de sa mort. Ils l'ont utilisé. Ils ont brûlé le testament ici. Ils ont laissé la clé derrière eux, espérant peut-être que personne ne la trouverait. Mais qui?
demanda Crail. Le regard de Miss Marple se porta lentement vers la fenêtre. La pluie traçait de longues lignes sur la vitre. Sa voix baissa. James n'était pas au courant du testament. Il est loyal, mais pas calculateur. Giles a falsifié des tableaux, pas des documents. Quant à Margaret, elle avait une motivation. Protéger, pas détruire. Mais il y a une personne qui en savait toujours plus qu'elle ne le laissait paraître. Une personne qui nettoyait les cendres, qui avait les moyens de se déplacer silencieusement de pièce en pièce, qui pouvait prendre un document, le lire, paniquer et tenter de le détruire. Edith. Elle se tenait figée dans l'embrasure de la porte, le visage gris. « Je l'ai trouvé par hasard », dit-elle faiblement. Il l'a laissé dans le tiroir. Non verrouillé. Je ne savais pas. Je ne pensais pas qu'il voulait changer les choses. « Tu l'as brûlé ?» dit doucement Miss Marple. « Pourquoi ?»« Je pensais que c'était une erreur. Le colonel a toujours été si fier, tellement certain que la maison resterait la sienne. » Petrie changeait tout. Nommer Margaret, ce n'est qu'une fille à peine sortie de l'école. Qu'en ferait-elle? Miss Marple s'avança d'une voix douce. Vous vouliez protéger le colonel. Je voulais que les choses restent comme avant, murmura Edith. Nous avons tous servi cette maison. J'ai gardé ses secrets, même quand ils étaient douloureux. Crail s'avança, mais Miss Marple leva la main. Elle n'a pas tué Petrie, dit-elle. Elle a réagi. Elle a paniqué. Le véritable tueur a profité de cette panique pour brouiller les pistes. Edith pleurait doucement, assise au bord de la chaise longue. Il était déjà mort quand j'ai vu le testament. Je me suis dit que si je le détruisais, ce serait comme si rien ne s'était passé. Miss Marple s'agenouilla près d'elle. Mais c'était le cas. Et il n'a jamais été question d'héritage. Il s'agissait de la vérité. Petrie l'a trouvé. Le faux cadre, la signature. Quelqu'un savait qu'il allait les dénoncer. Il fallait le faire taire avant qu'il puisse parler. Et le testament, ce n'était que le coup de grâce. Crail se leva et se frotta le menton. « Alors, qui l'a tué ?» Miss Marple se leva lentement. « Il faut revenir au début. La lettre postée, le tableau échangé, la clé remise dans une poche. Ce n'était pas que des gestes, des actions. Mais la personne derrière tout ça, elle n'a pas paniqué. Pas encore. Parce qu'elle croit avoir effacé toute trace. Ses yeux se portèrent à nouveau sur la cheminée. Mais ils ont oublié une chose. L'encre coule, même dans le feu. Et ce testament, même brûlé, porte la trace d'empreintes digitales gravées dans le parchemin. Pas de la suie, de l'huile. Elle se tourna vers Crail. Je crois que vous trouverez là correspondance parfaite sur le ruban de la machine à écrire dans cette pièce. Quelqu'un l'a utilisé. Quelqu'un s'est penché sur ce même bureau, ignorant que l'encre était encore fraîche. L'empreinte d'un autre document est probablement collée sous le dernier. Un essai peut-être. Crail hocha la tête d'un air sombre. Je vais le faire lever. Miss Marple regarda une fois de plus Margaret, assise dans un silence stupéfait, puis Edith, brisée et en pleurs. Dehors, le vent hurlait contre les volets et le feu craqua soudain lorsqu'un nœud craqua dans la bûche. Quelqu'un, dit doucement Miss Marple, a rédigé un Nouveau Testament pour protéger Margaret. Quelqu'un d'autre l'a brûlé pour protéger le passé. Mais celui qui a tué Ambrose Petrie l'a fait uniquement pour se protéger lui-même. Elle se tourna lentement vers la porte. Et cette personne, dit-elle, se tenait juste à l'extérieur de la pièce, en train d'écouter. La porte était entr'ouverte, mais celui qui était là était déjà parti. Au chapitre 6, les murs de Marchmont Hall murmureraient la vérité. Et cette fois, Miss Marple l'écouterait. Chapitre 6. La femme qui n'a jamais regardé le tableau. Il pleuvait depuis 3 jours d'affilée. Non pas une légère bruine, mais une averse constante et maussade qui transformait les routes en rubans de boue glissants et les haies en éponges mouillées. Marchmont Hall se dressait fièrement contre la pluie, ses hautes fenêtres suintantes de condensation et ses couloirs, enveloppés d'un froid qu'aucun feu ne semblait pouvoir dissiper. L'orage avait brouillé le paysage en gris et ombre, comme si la maison elle-même flottait entre souvenirs et cauchemars. À l'intérieur, l'ambiance n'était pas plus chaleureuse que le temps. La galerie de portraits était fermée depuis la découverte du testament calciné, mais son odeur lourde de vieilles toiles et de térébenthine semblait encore imprégner le reste de la maison, persistante comme une culpabilité.
Miss Marple n'avait pas quitté la maison de la journée, bien que son regard ait parcouru sans cesse les visages, observant la façon dont les gens se déplaçaient, la façon dont leurs regards se détournaient des questions. Un détail la taraudait, quelque chose qu'elle avait remarqué à 2 reprises, mais qu'elle n'avait pas osé exprimer, jusqu'à ce que le moment soit venu. Et c'était le cas. Un thé tranquille dans le salon. 5 personnes, 4 tasses et un tableau, se dressant dans le couloir, juste devant la pièce. Tout le monde, même l'invité le plus distant, l'avait admiré à un moment ou à un autre. La fameuse étude d'un garçon, désormais révélée comme étant un faux. Tout le monde, sauf un. C'était Madame Clarissa Gallinger, épouse d'Henry Gallinger, l'avocat de feu Ambrose Petrie. Clarissa était le genre de femme qui semblait trop immobile pour le monde qui l'entourait. Calme, posée, toujours parfaitement coiffée, et toujours assise légèrement à l'écart des autres. Elle lisait de longs romans près de Manduson, la fenêtre, et buvait son thé sans sucre. Elle offrait des sourires polis, murmurait ses condoléances et donnait l'impression de quelqu'un qui se contentait de rester invisible. Mais Miss Marple l'avait observée attentivement ces derniers jours. Elle avait remarqué qu'elle se détournait toujours de la galerie, comme son dos se raidissait dès qu'on évoquait le tableau de Marbury, comme ses mains, qui ne tremblaient jamais, serraient sa tasse de thé un peu trop fort dès que la conversation abordait l'articolo. Cet après-midi, tandis que le tonnerre grondait doucement derrière les vitres et que les éclairs jaillissaient comme des souvenirs à travers la vitre, Miss Marple décida de tester sa théorie. « Je trouve, dit-elle en remuant doucement son thé, que la lumière de la galerie flatte trop le tableau. J'ai toujours préféré les portraits avec des ombres. Plus d'honnêteté dans l'ombre. N'êtes-vous pas d'accord, Madame Gallinger ?» La cuillère de Clarissa marqua une pause, puis tinta contre la tasse. « Oh, je ne sais pas, dit-elle doucement. Je ne prétends pas comprendre ce genre de choses. Pourtant, tout le monde est venu le voir, même le double, avant son échange. Mais je ne crois pas t'avoir vu une seule fois dans la galerie. » Clarissa esquissa un léger sourire, presque timide. « J'ai toujours trouvé les portraits un peu dérangeants. Tous ces regards qui m'observent. » Miss Marple posa sa tasse. « Oui, bien que certains yeux ne regardent pas dehors, mais dans. Surtout, quand le peintre voit plus qu'il ne devrait. » Le silence qui suivit fut cassant. Clarissa se leva avec une grâce parfaite. « Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une lettre à terminer. » Miss Marple attendit d'être partie, puis se leva. « Colonel, dit-elle doucement, pourriez-vous demander à l'inspecteur Crail de me rejoindre dans le bureau? Il y a quelque chose que j'aimerais lui montrer. Et amener Margaret aussi, si elle est libre. » 1 heure plus tard, alors que la pluie redoublait, Miss Marple se tenait de nouveau dans la galerie, cette fois entourée de Margaret, l'inspectrice, et du colonel, tels des jurés réticents. Elle désigna d'un geste le studio d'un garçon. « Il y a quelque chose d'étrange ici, dit-elle, et ce n'est pas seulement la signature. Regardez attentivement les yeux. Voyez-vous comme ils ne vous suivent pas tout à fait? Ce n'est pas un défaut, c'est volontaire. » Margaret se pencha. « Tu as raison, les yeux sont baissés. » « Il n'était pas dans... » « L'original, répondit Miss Marple. « Je m'en souviens très bien. Le garçon regardait au loin, avec audace, presque avec défi. Mais cette copie, quelqu'un l'a modifiée, subtilement, délibérément, parce qu'il ne supportait pas le regard. » Margaret le fixa du regard. « Mais qui ?» La voix froide et soudaine de Clarissa Gallinger répondit derrière eux. Parce qu'ils savaient. Ils se retournèrent tous. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la galerie, les mains jointes. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient trop. « Il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, dit-elle. Il y a des années, avant qu'il ne devienne quelqu'un d'important. » La voix de Miss Marple était douce. « Ambrose Petrie ?» Clarissa hocha lentement la tête. « Le cabinet de mon mari s'occupait d'une affaire discrète, une affaire mineure de fraude successorale. Elle était enterrée, mais Petrie est tombé sur les archives en faisant des recherches sur l'héritage d'une toute autre famille. Il a reconnu mon écriture. J'avais signé quelque chose que je n'aurais pas dû signer, pour quelqu'un en qui je n'aurais pas dû avoir confiance. Henry n'a jamais su. » Crail s'avança. « Tu dis que Petrie a essayé de te faire chanter ?» Les lèvres de Clarissa tremblaient légèrement. « Il a fait quelques allusions, quelques remarques à peine voilées. Mais j'ai su,
Je l'ai su dès que j'ai vu le tableau. Le visage de ce garçon. Il me rappelait quelqu'un. Pas quelqu'un que je connaissais. Quelqu'un que j'ai blessé. Miss Marple s'approcha. Vous aviez peur qu'il vous dénonce. J'avais peur qu'il détruise le peu qui me restait. La confiance d'Henry. Notre nom. Je l'ai supplié de garder le silence. Je pensais pouvoir le raisonner. Margaret le fixa du regard. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi tu n'as jamais regardé le tableau. La voix de Clarissa vacilla. Parce qu'il m'a dit, quand il a révélé qu'il savait, il a dit qu'il avait caché la preuve, que les yeux, dans le tableau, montreraient le chemin. Miss Marple inspira brusquement. Il a laissé un indice. Dans l'original, Clarissa hocha la tête. Je ne supportais pas de regarder. Je pensais qu'en détruisant le tableau, il disparaîtrait. Mais avant que je puisse agir, quelqu'un l'avait déjà enlevé, remplacé, et puis il était mort. La voix de l'inspecteur Crail était rauque. Vous pensez que quelqu'un d'autre a agi avant vous? Je pense, dit doucement Miss Marple, qu'elle dit la vérité. Mais elle n'était pas la seule à observer Petrie. Et quelqu'un de bien plus dangereux a profité de son hésitation. Le vent hurlait contre les fenêtres et les lumières de vacillaient. Miss Marple se tourna vers Crail. Le tableau original, le vrai, il est toujours là, pas loin. Si Petrie a caché quelque chose dans la toile, une lettre peut-être, ou un bout de papier, il faut le retrouver. Margaret haleta. Il m'a dit un jour que les peintres tapissent parfois le dos avec autre chose, que du tissu, qu'ils cachent des secrets sous la surface. Crail a aboyé à un agent de police pour qu'il sorte le tableau du stockage. 1 heure plus tard, la toile étant démontée et la pièce plongée dans un silence tendu, Crail utilisa un scalpel pour décoller délicatement le support. Et c'était là, plié hermétiquement, scellé dans de la cire et caché entre 2 couches de toile. Une lettre, datée de 3 semaines avant la mort de Petrie. Miss Marple le déplia avec soin. Ses yeux parcoururent la page, puis elle lut à voix haute. À qui de droit? Si ce tableau est retrouvé après ma mort, sachez qu'il ne s'agit pas seulement de coups de pinceau, mais aussi de preuves de trahison. L'échantillon d'écriture ci-joint prouve que Madame Clarissa Gallinger a sciemment falsifié des documents d'héritage en 1929. Elle a depuis vécu discrètement, mais la vérité ne peut rester enfouie. Je confie ce secret aux yeux du garçon représenté sur le tableau, car la vérité, comme l'art, doit perdurer, même lorsque ceux qui l'entourent font semblant de ne pas la voir. Clarissa se détourna, tremblante. Il le savait depuis le début. Miss Marple lui toucha le bras. Mais il l'a laissé ici, ni à la police, ni à un avocat. Il voulait seulement qu'on le retrouve, s'il a été réduit au silence. Il voulait te donner une chance. Crail plia la lettre. C'est un mobile, certes, mais pas une preuve de meurtre. Non, dit Miss Marple, mais cela nous ramène à quelqu'un qui a fait. Regardez, le tableau. De trop près. Quelqu'un qui a perçu l'allusion et craint ce qu'il pourrait y trouver. Quelqu'un qui a déplacé l'original, modifié la copie et brûlé le testament. Elle se tourna lentement. Ce qui nous ramène à la main derrière le cadre et à l'empreinte du pouce laissée dans la peinture à l'huile. Crail hocha la tête. On va vérifier ça pour tout le ménage. Tous. La voix de Miss Marple était calme. Pas toutes. Un jeu d'empreintes appartiendra à quelqu'un qui a déjà couru. Qui a cru pouvoir se cacher derrière de fausses lettres et du papier brûlé? Ses yeux se posèrent sur le couloir. « Trouvez Henry Gallinger, dit-elle. Il n'est plus au hall. » Crail cligna des yeux. « Mais je pensais... » « Vous aviez tort, dit Miss Marple. Il est parti. Et quand vous le retrouverez, vous découvrirez un homme qui cherche désespérément à garder des secrets qu'il n'aurait jamais pu révéler. » Elle se tourna vers Clarissa. « Tu n'as pas tué Ambrose Petrie, mais tu as peut-être été la cause de son meurtre. » Et tandis que le tonnerre grondait au-dessus de nos têtes, Miss Marple recula dans le couloir, où les ombres s'étendaient longues et froides. Au chapitre 7, la toile allait livrer son dernier secret, et les morts commenceraient à parler. Chapitre 7. Le murmure piégé dans le papier peint. L'orage était passé, laissant l'air lourd et humide, le jardin encore ruisselant comme si le monde n'avait pas encore fini de pleurer. Un étrange silence s'était là, abattu sur Marchmont Hall, comme si la maison retenait son souffle. À la tombée de la nuit,
Les réverbères à gaz s'allumèrent tôt et projetèrent des ombres tremblantes sur les vieilles poutres en bois et le papier peint délavé. Les invités, les rares qui restaient, parlèrent à voix basse, leur voix teintée d'une révérence nerveuse, comme si les murs pouvaient se pencher et écouter. Miss Marple, quant à elle, n'avait jamais fait confiance au silence dans un lieu aussi imprégné de secrets. Là, silence n'était que le souffle entre les mensonges. Elle s'était levée tôt ce matin-là, plus tôt que d'habitude, avant que les domestiques ne se réveillent et que le feu du salon ne soit rallumé. Une idée l'avait hantée toute la nuit, un fil conducteur d'un souvenir à moitié enfoui sous les sanglots de Margaret et la confession de Clarissa Gallagher. C'était une chose que Madame Fanshawe avait mentionnée quelques semaines auparavant. En passant, à propos du papier peint de la chambre d'Amy West, il se décollait toujours au même endroit, malgré les nombreux recollages. Les roses y fanaient plus vite, avait-elle dit. L'air semblait plus froid juste sous le coin de la fenêtre, et personne n'aimait rester dans cette pièce plus d'une nuit. Non pas à cause des courants d'air, mais parce que, comme le murmurait une femme de chambre à l'autre, il parle. Miss Marple n'était pas du genre à croire aux superstitions, mais elle était très attachée à l'architecture négligée et aux panneaux cachés. Ainsi, après un échange discret avec Edith, on la conduisit dans la chambre d'Amy West juste après le petit déjeuner. Le feu venait à peine d'être allumé et le froid était encore profond dans les murs. Le papier peint, un motif de rosier grimpant et de ciel bleu lointain, se décollait légèrement à un joint derrière le bureau. Il n'y avait rien de sinistre à première vue, jusqu'à ce qu'on y regarde de plus près. Un joint légèrement plus large qu'il n'aurait dû l'être. Une couche de plâtre décoloré en dessous. Et autre chose, oui, quelque chose de plus doux. Un son. Elle pressa ses doigts contre le mur, puis tapota légèrement. Creux. Pas complètement, mais suffisamment pour suggérer un espace vide. Elle sortit une petite épingle de sa manche et la glissa le long du bord du papier. Il se souleva facilement, comme s'il n'attendait qu'à être dérangé. Derrière le papier peint se trouvait un espace, large de 15 cm maximum, qui courait verticalement le long du mur. À l'intérieur, plié serré et jauni par le temps, se trouvait une liasse de pages. Une écriture d'enfant était griffonnée en haut. Pour elle, pour maman. Si je ne peux pas le dire, peut-être qu'elle l'entendra. Miss Marple s'assit, déplia doucement les pages et commença à lire. Ce qui suivait n'était pas une lettre, mais une sorte de journal intime. Il avait été écrit par un enfant, un garçon d'environ 7 ou 8 ans, à en juger par l'écriture et les références. Et l'histoire qu'il racontait était celle de la solitude, de la clandestinité, d'avoir été arraché à quelqu'un qu'il aimait. Elle a pleuré quand il m'a quitté, pouvait-on y lire. Il a dit que je n'étais pas vraiment à lui, mais j'étais à elle. Elle m'aimait, je le sais. Je me souviens de son parfum. Elle me disait de murmurer aux roses si j'avais peur. La dernière page était plus sombre. Ils ont dit qu'elle était morte à Paris, mais je les ai entendus parler. Je l'ai entendu dire qu'elle était trop pénible, que c'était mieux ainsi, que pétrie. Cela avait aggravé la situation. Miss Marple plia lentement les papiers, le cœur serré. Le garçon, qui qu'il fût, avait vécu dans cette maison. Caché peut-être, ou discrètement enlevé, dans la disgrâce ou le scandale. Et l'homme qu'il avait entendu avait prononcé le nom de Petrie. Mais c'était impossible. Ambrose Petrie n'avait rejoint la succession que depuis quelques années. À moins, bien sûr, que l'homme n'ait utilisé ce nom dans un autre contexte. Petrie avait été enquêteur avant de devenir conseiller artistique. Il avait traité des litiges successoraux, démasqué de fausses déclarations. Et n'en peut-être le plus intéressant, il avait écrit, sous un pseudonyme, une chronique sur les héritiers perdus et les vérités enfouies pour la Gazette illustrée. Miss Marple se leva brusquement. Le motif de rose la fixait depuis le mur. Elle pouvait presque entendre le murmure de l'enfant persister dans le plâtre. Quelqu'un avait enfoui la vérité derrière les roses, et quelqu'un avait tenté de l'y enfermer. Elle apporta les pages directement à l'inspecteur Crail, qui les lut en silence. « Nous devons savoir qui était ce garçon », a-t-il déclaré. Miss Marple hocha la tête. « Et je pense que Margaret en sait peut-être plus qu'elle ne le pense. » Ils trouvèrent de Margaret dans la bibliothèque, dessinant sans enthousiasme près du feu. Ses yeux étaient cernés de noir, et elle avait l'air de quelqu'un qui commençait à douter de tout, compris d'elle-même.
Miss Marple s'assit à côté d'elle et plaça le journal de l'enfant sur ses genoux. Margaret le lut lentement. Ses mains se mirent à trembler. « Je me souviens, murmura-t-elle. J'étais toute petite. 4, peut-être 5 ans. Il y avait un garçon. On disait que c'était le fils du jardinier. Mais j'ai vu la façon dont ma tante le regardait. Elle lui tenait la main dans le jardin. Elle l'appelait « mon chéri », comme le fait une mère. La voix de Miss Marple était douce. Qui était la tante? Margaret déglutit. Clarissa. Elle n'était pas mariée à l'époque. Elle est partie subitement. On disait qu'elle était partie en France pour peindre. Mais à son retour, le garçon avait disparu. Plus personne n'a parlé de lui. Même quand je lui ai posé la question. Miss Marple échangea un regard avec Crail. Et maintenant, nous savons pourquoi elle n'a jamais regardé le tableau. Ce n'était pas de la culpabilité à cause des faux documents. C'était du chagrin. Et de la peur. Crail fronça les sourcils. Alors pourquoi Petrie a-t-elle mentionné sa fraude dans la lettre cachée? Parce qu'il connaissait les deux histoires, dit Miss Marple. Et il a fait le lien. Je crois que la disparition du garçon a été étouffée à cause d'un scandale familial. Il était peut-être le fils de Clarissa, peut-être illégitime, peut-être issu d'une liaison trop honteuse pour être supportée. Mais que se passerait-il si quelqu'un s'était assuré qu'il ne revienne jamais? Et si cette personne faisait partie de cette maison? La voix de Margaret était à peine audible. Tu veux dire le colonel? Miss Marple parut peinée. C'est possible. Si l'enfant de Clarissa était illégitime et si sa présence menaçait la réputation du domaine, cela expliquerait pourquoi on l'a renvoyé. Mais pas pourquoi il a complètement disparu. Et Petrie, toujours aussi fouineur, a peut-être trouvé des preuves de la lignée de l'enfant, des preuves qui menaçaient la lignée du domaine. Crail se leva. Alors il faut examiner les registres paroissiaux, les baptêmes, les transferts scolaires, tout ce qui remonte à une vingtaine d'années. Margaret leva les yeux. Tu crois que le garçon est peut-être encore en vie? Je pense, dit doucement Miss Marple, qu'il pourrait être très proche. Quelqu'un qui a grandi près d'ici, qui se taisait, qui surveillait tout. Plus tard dans la soirée, tandis que les éclairs vacillaient à nouveau au-dessus de la lande, Miss Marple était de nouveau assise dans la galerie. Le faux tableau avait été retiré. L'original restauré était adossé au mur du fond. Et dans le regard du garçon, toujours provocateur, toujours fixe, elle lut quelque chose d'incomparable. Pas seulement une ressemblance, mais un souvenir. Et puis ça lui a frappé. Le valet de pied, James, silencieux, vigilant. Toujours juste assez présent pour être ignoré. Aucun nom de famille n'est inscrit dans le registre. Aucune trace de son origine, seulement une vague référence à recueilli jeune. Elle se tenait debout, le cœur battant. Crail fut immédiatement convoqué. « James, dit-elle à son arrivée, a été embauché il y a 15 ans, n'est-ce pas? Par Edith. Oui, elle s'est portée garante de lui. Elle a dit qu'il travaillait dans un manoir voisin. Lequel? Crail hésita. Il a brûlé. Il n'existe plus. Et les disques? Clairsemés. La voix de Miss Marple était grave. C'est le garçon, l'enfant de Clarissa, caché à la vue de tous, élevé parmi les domestiques, jamais reconnu. Crail le fixa du regard. S'il l'apprenait, si Petrie le lui disait, Miss Marple hocha la tête. Il a peut-être tué pour protéger le secret, ou pour s'approprier ce qu'il croyait lui appartenir. Crail tourna les talons. Je vais le retrouver. Mais James était déjà parti. Sa chambre était vide, la fenêtre ouverte, et sur le rebord, un seul pétale de rose, humide à cause de la pluie. Au chapitre 8, Miss Marple allait découvrir la vérité que James portait en lui depuis des décennies, et la culpabilité d'un autre allait enfin refaire surface, là où même le papier peint ne pouvait plus la cacher. Chapitre 8. Le portrait aux 2 signatures. Un vent violent grondait à travers les arbres qui bordaient la pelouse ouest de Marshmont Hall, hurlant comme une meute de chiens lâchés sur la lande. À l'intérieur, les volets grinçaient et se tendaient contre la tempête, et même les grandes cheminées ne parvenaient pas à contenir le froid, soudain qui s'abattait lorsque le soleil disparaissait derrière un banc de nuages orageux. La maison semblait se resserrer, comme un être vivant se préparant à une longue haleine. Quelque part dans l'aile est, une fenêtre claqua, surprenant Margaret Fanshawe,
qui venait de descendre l'escalier de service, un paquet enveloppé dans les bras. Elle était allée au grenier non pas pour obtenir des réponses, mais pour un moment de solitude. Ce qu'elle y avait trouvé, c'était le portrait oublié d'une femme en deuil, un tableau dont elle se souvenait à peine avoir vu un jour, mais qu'elle ne pouvait désormais plus quitter des yeux. Il était caché derrière de vieilles malles, enveloppé de mousseline et de ficelle, son visage dissimulé sous la poussière et les toiles d'araignée. Et lorsqu'elle l'avait découvert, elle avait eu le souffle coupé. Le visage lui était familier. Non pas par son nom, mais par son expression. Le même menton relevé, la même tristesse à demi voilée autour des yeux. Elle ne connaissait pas cette femme. Elle ne pouvait même pas dire qui l'avait peinte. Mais le style était indéniablement celui de Marchemont. Le coup de pinceau portait la superposition caractéristique qu'Ambrose Petrie avait louée dans le « Étude d'un garçon » original, et là, dans le coin inférieur droit, se trouvait la signature « E. Gallinger ». Et juste au-dessus, à peine visible sous le vernis, il y en avait un autre. Plus petit, gravé de manière presque invisible avec le revers du pinceau, « Clarisse ». Miss Marple reçut le portrait 1 heure plus tard, soigneusement disposé sur le canapé du salon. Les lampes étaient allumées, leur lumière dorée projetant de doux halos sur les pommettes de la femme peinte. Le tonnerre grondait au loin tandis que l'orage approchait. Margaret était assise, les bras croisés, la voix tendue. « Elle l'a signé », murmura-t-elle. « Clarissa l'a signé. Je croyais qu'elle avait arrêté de peindre depuis des années. » Le regard de Miss Marple ne quitta pas la toile. Peut-être, mais pas avant d'avoir laissé quelque chose derrière elle. Quelque chose de trop important pour être montré. Ou de trop dangereux. L'inspecteur Crail, appelé depuis la galerie, se tenait derrière eux, les bras croisés. 2 signatures. Vous pensez que le tableau est coécrit? Je pense, dit Miss Marple, que Clarissa l'a peint. Et Edith Gallinger, sa belle-sœur, s'en est attribué le mérite. Ou peut-être a-t-elle simplement autorisé l'utilisation de son nom. Mais, surtout, ce portrait est antérieur à tout le reste de la maison. Le style est plus ancien. Le sujet, cette femme, ne figure dans aucun registre de la famille Marchemont, ce qui signifie qu'elle a été effacée ou cachée. Crail s'avança. Et quel est le lien avec la mort de Petrie? Miss Marple passe doucement son doigt ganté sur le coin inférieur du cadre. Parce qu'Ambrose Petrie a découvert que Clarissa Gallinger avait non seulement peint plusieurs tableaux dans cette maison, des œuvres, vendues et encensées sous d'autres noms, mais que l'un d'eux, celui-ci même, était celui d'une personne ayant un droit légitime sur l'héritage de Marchemont. Margaret la fixe du regard. « Tu veux dire que cette femme pourrait être de la famille ?» Miss Marple hocha lentement la tête. Il y avait une raison pour laquelle Petrie s'intéressait tant aux vieux registres paroissiaux. Il ne se contentait pas de retracer la provenance des documents, il retraçait les lignées. L'enfant de Clarissa, Lou Ione, garçon disparu, le murmure derrière le papier peint. Il soupçonnait que la famille avait été discrètement modifiée au fil du temps. L'héritage supprimé, les noms effacés, et ce tableau en était la preuve. Crail avait l'air sombre, ce qui veut dire que quelqu'un avait une très bonne raison de garder sa secret. L'expression de Miss Marple se durcit, et une raison encore meilleure de tuer. On frappa à la porte, suivi de l'entrée d'Edith Fanshawe, le visage pâle et tenant un petit livre, en cuir. « J'ai trouvé ça, dit-elle doucement, derrière l'étagère de la vieille chambre d'enfant. » C'était le carnet de croquis de Clarissa. À l'intérieur se trouvaient des études de la même femme que le portrait, réalisées au fusain et à l'aquarelle, dans les marges de lettres et des fragments de partition. Mais une page se démarquait. Une étude de la femme tenant un petit enfant, pas plus de 3 ou 4. À côté de la main soignée de Clarissa était écrit « James » avant qu'il ne l'emmène. Crail prit une profonde inspiration. « Alors c'est vrai !» Miss Marple referma doucement le livre. « Oui, James est le fils de Clarissa, caché, enlevé, et maintenant disparu. Mais si Clarissa l'aimait vraiment, pourquoi le cacher ?» demanda Margaret. « Parce qu'on ne lui a pas laissé le choix, » répondit Miss Marple. « Elle n'était pas mariée. Son enfant aurait fait scandale, et je crois que celui qui lui a forcé la main n'était autre qu'Henry Gallinger. » La pièce devint silencieuse. Miss Marple poursuivit. « C'est lui qui avait le plus à gagner.
Il l'épousa peu après le départ de James. Elle ne peignit plus jamais. Son héritage était lié au silence. Et quand Ambrose Petrie commença à poser des questions, sur James, sur le testament, sur les tableaux, Henri paniquait. Il fit diversion, posta des lettres, brûla des documents. Il imita même une seconde signature au dos de ce portrait, affirmant qu'il s'agissait d'Edith Gallinger, afin d'écarter tout soupçon si jamais il était retrouvé. Crail se tourna vers Edith Fanshawe. « Pourquoi n'as-tu pas osé te manifester ?» Edith tremblait. « Je ne savais pas. Pas tout. Je pensais que Clarissa avait arrêté de peindre parce qu'elle était malade. Henri m'a dit qu'elle était malade, qu'elle voulait une vie tranquille. Mais maintenant, je me demande, quelle part de mensonge il y avait dans tout ça ?» Miss Marple regarda à nouveau le portrait. Cette femme n'était pas seulement un sujet, elle était un avertissement, une accusation silencieuse. Clarissa l'a laissée pour que quelqu'un la retrouve, et Petrie l'a retrouvée. Crail se redressa. Alors il faut retrouver Henri Gallinger avant qu'il ne disparaisse complètement. Mais avant qu'il puisse partir, un valet de pied entra, pâle et essoufflé. « Pardonnez-moi, monsieur, dit-il au colonel. Il y a eu un incident. Le garçon du jardinier a trouvé quelque chose à l'orée du bois. Un corps. Le silence qui suivit était comme de la glace. Crail sortit aussitôt. Miss Marple le suivit, son sac à tricot oublié sur la chaise. Le corps fut retrouvé sous le vieil orme, à la limite entre les terres de Marchemont et la lande. La pluie avait trempé la terre et une odeur de boue agitée emplissait l'air. James gisait face contre terre, les bras tendus comme s'il cherchait quelque chose. Il n'y avait ni sang, ni arme en vue, juste une petite fiole à son côté, dont le contenu était vide depuis longtemps. « Poison », murmura Crail. Il devait savoir qu'il était coincé. Miss Marple s'agenouilla, veillant à ne pas déranger le corps. Quelque chose dans la main du garçon attira son attention. Une tache de peinture, bleue, la même teinte que le manteau du garçon dans le « Étude d'un garçon », original. La couleur la plus souvent utilisée par Clarissa dans ses œuvres. Et puis elle vit, serré dans son autre main, un morceau de parchemin déchiré. Elle le prit doucement et le déplia. C'était un fragment du testament. Le vrai. Et le nom qui n'a pas été brûlé n'était pas celui de Margaret. C'était Jacques. Miss Marple se leva lentement, sa voix basse et certaine. « Il n'a pas tué Petrie. Il était son héritier. » Crail le fixa. « Alors qui ?» Miss Marple regarda vers la maison qui s'assombrissait, ses fenêtres scintillant à la lumière des bougies. Quelqu'un qui le craignait bien plus vivant que mort. Et ce quelqu'un fait déjà ses valises. Au chapitre 9, Miss Marple tendrait son piège final, et le véritable tueur y tomberait volontairement, sans jamais se rendre compte qu'il avait été repéré dès le premier coup de pinceau. Chapitre 9. Le pinceau qui a peint un mensonge. La pluie revint en force juste après minuit, fouettant les hautes fenêtres à meneaux de Marchmont Hall, comme si l'orage lui-même avait retenu son souffle toute la soirée. Le tonnerre grondait dans la lande, telle la voix d'un verdict lointain, et la maison gémissait sous le poids de ses vieux jours, le plancher murmurant sous le poids de secrets trop longtemps enfouis. La plupart des invités s'étaient retirés tôt, même si, imaginait-on, le sommeil serait difficile à trouver ce soir-là. Après la mort de James et la découverte du fragment de testament non brûlé le désignant comme héritier, l'atmosphère dans le hall avait changé. Les conversations étaient devenues vives et saccadées. Clarissa Gallinger s'était mise à arpenter le salon des roses, le visage marqué par le chagrin et la fureur. Henry Gallinger, en revanche, était introuvable. Miss Marple, enveloppée dans son épais châle de laine, n'était pas encore couchée. Elle était assise près du feu dans le petit bureau attenant à la galerie, avec une théière, une assiette de sablé intacte et ses pensées. Les pages que Clarissa avait écrites dans son carnet de croquis persistaient dans sa mémoire comme une mélodie qu'elle ne parvenait pas à situer. Elle avait dit peindre pour préserver ce qui ne durerait pas, l'amour, le chagrin et même le silence. Miss Marple soupçonnait maintenant que quelqu'un d'autre avait peint pour la raison inverse, pour obscurcir, tromper, enfouir la vérité sous la couleur et le vernis. Elle se leva, alluma une bougie et monta l'escalier est en direction de l'atelier de Margaret. L'atelier était une pièce longue et étroite, mansardée et aux hautes fenêtres qui tremblaient sous la pluie.
Il y régnait une odeur d'huile de lin, de térébenthine et une légère trace de violette. Margaret l'avait laissée ouverte, comme toujours, confiante dans le caractère sacré d'un espace créatif. Mais Miss Marple ne vint pas admirer les tableaux. Elle se dirigea plutôt vers le buffet où étaient rangés les pinceaux, posés dans des bocaux propres, leurs manches brillant à la lumière de la lampe. Elle les sortit un par un, inspectant la peinture sèche sur chaque pointe, la courbure des poils adoucie par l'usage. Ils étaient classés par taille, soigneusement rangés, sauf un pinceau en martre de longueur moyenne, plus large que les autres, dont le manche présentait de légères stries, comme s'il avait été poncé. Les poils étaient raides, vierges de peinture, mais pas propres. Il n'y avait pas de pigment, mais il y avait autre chose. De la cire. Juste une trace, nichée au fond du lit de poils. Miss Marple plissa les yeux. Elle le mit de côté, se tourna vers le présentoir à toile dans un coin et en sortit la fausse version de l'Étude de garçon. La contrefaçon avait été démasquée quelques jours auparavant. Une copie, admirable, mais toujours un faux. Ce qui la tracassait depuis, ce n'était pas le tableau lui-même, mais la facilité avec laquelle il avait remplacé l'original. Le cadre était parfaitement assorti. La palette reflétait les tons de Clarissa. Mais le faussaire, aussi habile fut-il, avait oublié un détail, certes minime mais crucial. La toile avait été recouverte d'une couche de cire, chose inhabituelle pour les portraits de l'époque. Elle regarda à nouveau le pinceau. Il n'avait pas peint. Il avait scellé. Une nouvelle pensée lui vint, rapide et glaçante. Elle souleva le faux à la lumière et en examina le coin inférieur. Là, le long du bord intérieur du cadre en bois, là où aucun observateur occasionnel ne regarderait, se trouvait une légère empreinte. Un sceau, un timbre. Il avait été partiellement effacé, mais Miss Marple pouvait tout juste en distinguer les lettres R, G. Elle resta immobile, le souffle coupé. Aucun artiste portant ce nom n'était présent sur aucun disque. Mais R.G. existait bel et bien. Roger Gallagher, le frère cadet d'Henry, mort il y a 20 ans dans un accident de bateau au large de Marseille. C'est du moins ce que prétendait la famille. Mais Miss Marple se souvenait d'autre chose. Une lettre qu'elle avait aperçue quelques jours plus tôt chez Clarissa. Non envoyée, déchirée en haut. Adressée non pas à Henri, mais à Roger. Elle souffla la bougie et quitta l'atelier, ses pas doux dans l'escalier. À l'aube, elle trouva Clarissa seule dans le rosier, le regard perdu dans le jardin, tandis que l'orage s'éloignait. Sa peau était tendue par l'insomnie. Elle leva à peine les yeux lorsque Miss Marple entra. « Tu savais qu'il n'était pas mort », dit doucement Miss Marple. Clarissa cligna des yeux. « Je ne vois pas ce que tu veux dire. »« Roger Gallagher, vous n'auriez jamais cru qu'il s'était noyé. » La voix de Clarissa était un murmure. « Parce qu'il m'écrivait. Pas souvent. Une fois tous les 2 ou 3 ans. Toujours sans signature. Mais je savais que c'était lui, à sa façon d'écrire sur la lumière, à sa façon de décrire les gens. C'était un artiste, Miss Marple, un artiste meilleur que moi, et bien plus dangereux. Tu étais amoureuse de lui. » Elle hocha lentement la tête, bêtement, désespérément, jusqu'à ce que je voie de quoi il était capable, de mensonges, de falsification. Il a falsifié le testament de père avant de quitter l'Angleterre. Henri l'a étouffé, vous savez. Il l'a payé pour disparaître. Mais il ne l'a jamais vraiment fait. Il a observé, il a attendu. Jusqu'à maintenant. Clarissa ferma les yeux. Je pense qu'Ambrose Petrie savait. Pas tout, mais suffisamment. Il a retrouvé une ancienne signature de Roger. Il l'a comparée au faux testament. C'est pour ça qu'il a dû mourir. Miss Marple s'assit à côté d'elle. Ce n'était pas Henri, si? Clarissa secoua la tête. Non, c'était Roger. Il est venu à Marchemont 2 nuits avant le meurtre. Je l'ai vu depuis le palier. Il ne m'a pas adressé la parole. Il m'a juste observé, comme s'il se demandait si j'allais dire quelque chose. Et puis, il a disparu à nouveau. Et il a laissé son pinceau derrière lui. Clarissa leva les yeux, surprise. Je l'ai trouvé dans l'atelier. Un pinceau qui n'avait jamais touché à la peinture. Que de la cire. Il a scellé le faux lui-même. Cette signature, R.G., est toujours là, subtilement. Il en était fier. La voix de Clarissa se brisa. Il a toujours voulu être connu. Même s'il a dû tuer pour qu'on se souvienne de lui.
Le ton de Miss Marple était très doux. « Il est toujours là, n'est-ce pas ?» Clarissa hésito. « Je ne sais pas. Peut-être. Il y a une guérite. Elle est fermée à clé depuis des années. Mais hier, j'ai vu de la fumée sortir de la cheminée. J'ai cru que c'était le gardien. Mais maintenant, je n'en suis plus sûr. » Miss Marple se leva. « Alors, on verra bien. » Elle n'attendit pas Creil. Elle prit le colonel et l'un des valets de pied et descendit le vieux chemin pavé qui menait à la guérite, les arbres ruisselants, tandis que le soleil matinal perçait lentement la brume. Le bâtiment était trapu et silencieux, les fenêtres embuées. La porte était verrouillée, mais pas bien fermée. Le colonel la força d'un coup d'épaule. À l'intérieur, la pièce était spartiate, mais pas abandonnée. Il y avait de la nourriture, un lit de camp et une valise, et un petit chevalet avec un portrait inachevé. Le visage d'un garçon, un manteau bleu, un regard provocateur. Miss Marple s'avança. Au dos de la toile, à l'encre noire, se trouvaient 2 signatures. Ambroise Petrie, Roger Gallinger. Le dernier tableau sur lequel ils ont travaillé ensemble. Quelqu'un qui cherche la vérité. L'autre, la dissimulation. Et en dessous, gravé dans le bois, se trouvèrent des coordonnées. Un lieu, un emplacement. Miss Marple se tourna vers le colonel. « Ce n'est pas fini, dit-elle doucement. Il reste un secret, quelque chose de caché, quelque chose que James était censé trouver. » Elle regarda la carte accrochée au mur. « On y va ensuite, et quand on y sera, on trouvera la pièce maîtresse. Au chapitre 10, le sol lui-même parlerait, et avec lui, les morts. » Chapitre 10, la pièce qui refusait d'écho. Tout commença par un craquement dans l'obscurité, un son lent et prudent, à peine audible par-dessus le léger sifflement de la pluie contre les vitraux, mais suffisant pour trahir une présence. Le vieux parquet, juste devant la galerie de portraits, s'était toujours trahi pour ceux qui y prêtaient attention. Miss Marple, immobile dans le fauteuil à oreilles près de l'âtre éteint, respirait à peine. Les lampes avaient été éteintes, les portes étaient restées déverrouillées, et la pièce, habituellement pleine de résonances sourdes, restait étrangement insensible au son. Aucun écho, comme si les murs eux-mêmes refusaient de répéter ce qui allait se passer. Il avait fallu 3 jours pour tendre le piège, 3 jours de manœuvres discrètes, de conversations à voix basse et de pas juste assez faibles pour être suivis. La carte de la guérite avait révélé les coordonnées d'une crypte abandonnée juste à l'extérieur du domaine. Un petit caveau en pierre ayant appartenu à la première lignée de la famille Marchemont, scellé et oublié. À l'intérieur se trouvait la dernière pièce du puzzle d'Ambrose Petrie. Un coffre-fort, rouillé et à moitié enterré, contenant des lettres, des croquis et une liste de noms. Miss Marple avait lu chaque mot à la lumière d'une lampe, la bouche figée dans une ligne ferme et inébranlable. Et puis elle avait pris sa décision. Le tueur reviendrait. C'était toujours le cas, non pas par culpabilité, mais par nécessité. Il y avait quelque chose ici, encore caché, toujours menacé d'être découvert. Et ce soir, le vent avait tourné. Miss Marple l'avait senti. Comme un peintre lorsqu'une toile est sur le point de révéler plus que prévu. Elle entendit la porte de la galerie s'ouvrir. Un bruissement de tissu. Le léger frottement du cuir, de la chaussure sur le sol ciré. Et puis les pas lents et posés de quelqu'un qui connaissait suffisamment la pièce pour ne pas trébucher. Miss Marple resta immobile. La silhouette s'est déplacée vers le tableau, l'étude de garçon originale, récemment remise à sa place. La lumière du couloir éclairait le cadre doré, révélant une silhouette. Élancée, debout, posée. Miss Marple parla, sa voix aussi calme que l'air entre les rafales de tempête. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment le silence peut nous dire des choses que le son n'ose jamais dire? La silhouette se figea. La plupart des pièces, poursuivit-elle, vous renvoient à vos mots. Elle vous les renvoie comme une conscience. Mais celle-ci, ah non, cette pièce a été conçue pour le secret. La moquette absorbe. Les murs ne parlent pas. C'est pour ça que tu l'as choisie, n'est-ce pas, Roger? Roger Gallinger se retourna lentement. Il paraissait plus âgé dans la pénombre. Son visage était usé par des années d'ombre. Mais l'arrogance demeurait intacte. Le genre de calme que l'on trouve seulement chez ceux qui se croient plus intelligents que tous les autres. « Je me demandais si tu viendrais seul, dit-il doucement. « Je suis rarement seul, monsieur Gallinger.
répondit Miss Marple. Mais les gens sur qui je compte ne portent pas de revolver. Ils portent la mémoire, la curiosité et la vérité. Il fit un pas en avant. Que veux-tu? Tu sais déjà, la vérité, sur James, sur le testament, sur Ambrose, Petrie. Roger eut un sourire narquois. La vérité est insaisissable, Miss Marple. Parfois, elle se présente différemment selon la lumière. Et parfois, dit-elle, ça laisse des traces de doigts dans la cire. Tu as utilisé un pinceau à sceller, pas un pinceau à huile. Tu as laissé les poils durcis par ta peur. Il n'a rien dit. Vous avez falsifié les notes de Petrie. Vous avez dissimulé des lettres. Vous avez peint 2 versions du même portrait. Et vous avez tué l'homme qui a découvert le chevauchement. Mais vous n'avez pas tenu compte du silence de cette pièce. Le fait qu'elle ne renvoie pas le son, elle l'absorbe. Et dans cette absorption, elle laisse de l'espace. De l'espace pour l'observation, la réflexion, et un type de mémoire très particulier. Elle se leva lentement, les ombres se déplaçant avec elle. Ambrose Petrie enregistrait ses réunions. Le saviez-vous? Pas sur bande magnétique, non, mais en sténographie, écrite directement sur le panneau arrière de certains. Cadre. Le panneau derrière, Lady Marbury au crépuscule. Vous ne l'avez pas vérifié. Vous pensiez que la contrefaçon suffirait. Vous pensiez que le silence l'effacerait. Roger bougea soudainement, rapidement, de manière décisive. Mais elle leva la main et depuis la porte de la galerie, l'inspecteur Crail s'avança, revolver au poing, le visage sombre. « Tu as joué ton dernier coup, Gallinger, » dit Crail. « Nous avons retrouvé les enregistrements. Il a tout noté, chaque soupçon, chaque conversation, y compris la nuit où tu t'es faufilé à Marchemont et lui a demandé de garder le silence. » La bouche de Roger se contracta. « Et tu crois que quelqu'un croirait les gribouillis d'un mort ?» Les yeux de Miss Marple brillèrent. « Peut-être pas. Mais ils croiront sa signature, parce qu'elle est authentique, contrairement à la vôtre. » Crail s'avança. Main bien visible. Roger leva lentement les mains. Miss Marple expira doucement. « Vous avez tué Petrie pour le faire taire. Mais James n'était pas censé être retrouvé, n'est-ce pas? Vous pensiez qu'il avait disparu depuis des années, qu'il était mort. » Roger hésita. Je ne savais pas qui il était avant de voir le registre. Son nom, James Ellery. Il avait pris le 2e prénom de sa mère. Je pensais qu'il était parti. Mais il est revenu, dit-elle, juste sous ton nez. Et une fois qu'il a compris qui il était et ce que tu avais fait, tu as dû agir. La voix de Roger se brisa. Il allait tout gâcher. Il allait tout restaurer, corrigea Miss Marple. Le nom de sa mère, son droit de naissance, et la seule chose que tu voulais absolument effacer. Crail s'avança et passa les menottes au poignet de Roger. Miss Marple l'observa pendant un long moment. Et cette pièce, dit-elle, résonnera un jour. De ta confession. Roger fut emmené en silence. Miss Marple retourna vers la cheminée et posa délicatement la main contre le cadre du tableau. En dessous, elle avait découvert les dernières sténographies d'Ambrose Petrie, gravées légèrement au crayon dans le bois, invisibles à moins que la lumière ne frappe au bon angle. Il savait qu'il était en danger. Mais comme tout bon archiviste, il avait préparé un document. Non pas pour lui-même, mais pour quelqu'un qui l'écouterait. Miss Marple écoutait toujours. Derrière elle, la porte grinça et Clarissa entra. « Il est parti ?» demanda-t-elle. Miss Marple hocha la tête. Et avec lui, le mensonge ultime. Clarissa leva les yeux vers le tableau. « Tu crois que James savait combien je l'aimais ?»« Je crois que oui, » dit Miss Marple. « Et maintenant, tout le monde le saura aussi. » Dehors, la tempête commençait à s'apaiser, le vent s'apaisant, la pluie douce et lugubre. La galerie était silencieuse mais pas vide. Dans ce silence, une sorte de paix s'installait. Et dans le chapitre 11, la confession serait enfin entendue. Non pas de la part du tueur, mais de la seule personne qui avait gardé la vérité cachée, bien plus, longtemps que quiconque ne l'aurait imaginé. Chapitre 11. La confession cachée dans le vernis. La pluie avait enfin cessé, mais un brouillard bas s'accrochait aux haies et aux vergers comme un souffle sur un miroir, fantomatique aux abords de Marchmont Hall. L'air extérieur était chargé de secrets,
Et à l'intérieur, le silence était surnaturel. Les portes étaient entr'ouvertes, les murmures allaient plus vite que les pas, et chaque recoin du manoir semblait résonner de fragments de non-dits. Miss Marple, qui avait passé les premières heures à arpenter la galerie avec une détermination tranquille, se tenait maintenant dans le couloir est, les yeux fixés non sur les tableaux, mais sur le vernis qui les préservait. C'est le commentaire désinvolte de Margaret qui lui était revenu en mémoire. La jeune fille décrivait ses premières tentatives de restauration. Comment les vieux peintres dissimulaient parfois des croquis, voire des textes, sous des couches de gomme laque, une astuce utilisée à une époque où la peinture était chère, ou où les secrets étaient dangereux. Clarissa Gallinger, elle aussi, avait peint de cette façon. Elle l'avait décrit un jour, dans une lettre à sa sœur, comme un moyen d'empêcher la mémoire de pourrir. Et maintenant, Miss Marple soupçonnait qu'un de ses souvenirs était piégé sous une surface destinée à briller, non à révéler. La laitude d'un garçon avait toujours attiré le regard, sa douce mélancolie, son regard audacieux, mais l'original avait été retiré, réapparu et repeint tant de fois que rares étaient ceux qui s'étaient arrêtés pour considérer la seule couche restée intacte, le vernis. Miss Marple avait déjà fait placer la toile sous une lumière tamisée et oblique dans la véranda, où les longues fenêtres offraient une inclinaison naturelle parfaite pour capter les reflets. Elle attendit la fin de la matinée, puis appela discrètement l'inspecteur Kreil, Margaret et Clarissa. Ils restèrent silencieux autour du chevalet, tandis que la lumière filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant une douce lueur sur la surface du tableau. Miss Marple s'en approcha lentement, soulevant une petite fiole d'huile essentielle, de clous de girofle distillés, une vieille astuce de restaurateur pour enlever les saletés superficielles sans endommager le vernis sous-jacent. « Je pensais que c'était fini », dit Kreil d'un ton calme. « Rien n'est achevé tant que la dernière couche n'est pas comprise, » répondit doucement Miss Marple. « Et je crois que ce portrait, cette œuvre en particulier, a toujours été censé contenir plus d'une vérité. » De ses mains gantées, elle tamponna délicatement le quart inférieur droit de la toile, juste sous le col du garçon, là où le bleu du manteau fonçait brusquement. Elle pressa, essuya, puis recula. Au début, il n'y avait rien. Puis Margaret halta. Légèrement sous la couche de vernis décoloré désormais effacée, une série de lettres émergeait. Non peintes, mais griffées délicatement, avec la pointe fine d'un stylet ou peut-être d'un couteau à palette, juste assez profondément dans le gesso pour résister à l'effacement. Une ligne, 5 mots. « James est à moi. Pardonne-moi. » Clarissa recula en titubant, la main serrée contre sa bouche. « C'est son écriture, » murmura Margaret. « C'est celle de Clarissa. Je la reconnaîtrai n'importe où. » Kreil se pencha, sculpté avant l'application du vernis final. La confession était là depuis le début. Miss Marple hocha lentement la tête. Elle a dû le faire juste avant de sceller le tableau. Peut-être quelques jours après qu'on lui ait enlevé son portrait. Peut-être dans un moment de désespoir. Ce tableau n'était pas destiné à être vu par le monde, seulement par quelqu'un qui savait le regarder. Clarissa ne dit rien. Son visage était tiré et pâle, ses yeux écarquillés, perdus dans ses souvenirs. Miss Marple s'avança vers elle et lui prit la main. « Tu as essayé de le protéger, » dit-elle doucement. « Pendant toutes ces années, tu l'as abandonné pour sauver son avenir. Et quand Roger est revenu, menaçant tout, tu t'es retrouvé piégé. Tu n'as pas pu l'admettre, même quand Ambrose Petrie a découvert la vérité. » Clarissa s'affala dans le fauteuil voisin. « Je ne savais pas qu'il l'avait écrit. Qu'il avait conservé des traces écrites. Ambrose a dit qu'il ne dirait rien. Il a dit que la vérité pouvait attendre que je sois prête. Mais ensuite, James a trouvé les lettres dans le grenier. Il a commencé à me poser des questions. Il pensait que je l'avais abandonné. » Margaret s'agenouilla près d'elle. « Il ne l'a pas fait. Il l'a dit dans son carnet. Il a écrit que tu n'avais jamais cessé de l'aimer, qu'il voulait se montrer digne de toi. » Clarissa sanglotait doucement. Kreil traversa la pièce d'une voix rauque. « Ceci explique le mobile, mais pas le meurtre. Roger Gallinger a tué Petrie. C'est clair. Ce qu'il nous faut, c'est le lien entre le tableau et l'héritage. » Miss Marple se tourna vers le Disfonandium. Portrait. « Il y a plus. » Elle passa légèrement ses doigts sur le bord intérieur du cadre, là où le bois rejoignait la toile.
Elle l'avait senti plus tôt, une légère crête. Elle appuya, et un petit éclat de bois céda. Caché dans la rainure, enveloppé dans un tissu huilé, se trouvait un morceau de parchemin plié. Elle le tendit à Creil, qui l'ouvrit avec précaution. « Un codicille », murmura-t-il, signé par Petrie, confirmant James comme héritier légal de Clarissa. Il annule le testament précédent, daté de 2 semaines avant sa mort. Margaret resta là, stupéfaite. Mais alors, il voulait que James hérite de tout. Miss Marple hocha la tête. Il connaissait la loi. Il était prudent. Et il espérait que quelqu'un finirait par trouver l'essentiel. Creil laissa échapper un soupir. Nous avons donc un mobile. Nous avons les aveux. Et nous avons le faux. La voix de Miss Marple était douce, mais ferme. Et maintenant, nous avons le nom. Clarissa Gallinger. Non pas en tant que meurtrière, mais en tant que mère. Clarissa leva les yeux rouges. Je n'ai jamais voulu que peindre la vérité. Je ne savais juste pas comment y survivre. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Aucun de nous ne le fait, ma chère. Nous essayons simplement. Un lourd silence s'abattit sur la pièce, et puis la porte s'ouvrit en grinçant. C'était Edith Fanshawe. Son visage était pâle, son regard indéchiffrable. Elle tenait quelque chose dans sa main. « J'ai trouvé ça », dit-elle à voix basse, dans le tiroir du bureau d'Henry. Elle l'a remis à Creil, une lettre adressée à Roger Gallinger, datée d'1 semaine avant la mort d'Ambrose Petrie. On pouvait y lire « Ambrose a des soupçons. S'il révèle ses soupçons, vous devez le faire taire. Le tableau est trop dangereux. Je vous ai laissé la formule du vernis. Brûlez l'original si vous le souhaitez. » Creil leva les yeux, stupéfait. Henry était au courant. Il a aidé Roger à tout couvrir. Edith hocha la tête. Il a dit que c'était pour protéger la famille, mais je savais qu'il ne voulait surtout pas perdre le contrôle. Miss Marple croisa les mains. Alors, c'est réglé. La vérité était enfouie sous le vernis, dans le feu, dans la peur. Mais maintenant, elle revit. Creil s'avança vers la fenêtre, regardant les pelouses grises. Nous allons lancer un mandat. Henry Gallinger n'ira pas bien loin. Miss Marple retourna au chevalet et regarda une fois de plus dans les yeux du garçon peint. Ils avaient l'air différents, maintenant. Pas seulement provoquants, mais entendus, presque reconnaissants. Elle se tourna vers les autres. Le tableau parlait. Il fallait juste apprendre à l'écouter. Alors qu'ils quittaient dans la pièce, une légère brise souffla dans la véranda, faisant bruisser le bord de la toile. Le vernis brillait, et en dessous, les mots gravés subsistaient. Au chapitre 12, le dernier coup de pinceau serait donné, et la justice ne serait pas seulement rendue, elle serait vue. Chapitre 12, le tableau qui les a tous vus mourir. L'orage était passé, mais Marchmont Hall demeurait enveloppé d'une pesanteur plus lourde que le temps. Le ciel était d'un argent indifférent, cette lumière froide et sans soleil qui donnait aux pierres un aspect creux et aux haies trempées de pluie des allures de ruines. Dans les couloirs du manoir, personne ne parlait plus qu'un murmure. Les conversations s'interrompaient au passage des pas. Les regards filaient comme des moineaux effrayés, sortant de la haie, et le poids des non-dits pesait comme un brouillard. La galerie de portraits avait été rouverte, à contre-cœur, et uniquement sous la direction de Miss Marple. Ce n'était plus un acte d'admiration, mais un acte de reconnaissance. Au fond de la galerie, dans l'espace autrefois réservé aux portraits de famille les plus honorés de Marchmont, se dressait le portrait qui avait hanté le dernier souffle de presque toutes les âmes impliquées, étude d'un garçon. La toile originale, et non le faux, désormais dépouillé de tout vernis et de tout faux semblant, avait retrouvé son austère honnêteté. Et dans cette crudité, quelque chose de terrible avait surgi. Miss Marple se tenait seule devant elle, les mains légèrement jointes, le bord de son châle flottant dans le courant d'air provenant de la fenêtre fissurée. Le regard du garçon croisa le sien. Fixe, triste. Il avait été témoin de tout cela. Non seulement comme une image, mais comme une cachette. Car sous les couches de peinture, les coups de pinceau retravaillés et le savant jeu de couleurs et de cadres, la vérité ultime demeurait. Il ne s'agissait pas d'art. Il n'en avait jamais été question. Il s'agissait de vengeance, de mémoire et d'un dernier nom. La dernière couche avait été découverte la veille au soir,
lorsque le conservateur d'Exeter, discrètement convoqué, avait appliqué un réactivateur sur le segment le plus ancien de la toile. Une fine trace près de la clavicule du garçon, pas plus grande qu'une empreinte de pouce, s'était écaillée différemment du reste. En dessous, un nom griffé au bout d'un pinceau de martre, scellé sous une couche si soigneusement appliquée que seul un vieillissement délibéré l'avait rendu visible. Miss Marple n'avait pas eu besoin de voir le nom complet pour le connaître. Mais à présent, tandis que les autres se rassemblaient dans la galerie, l'inspecteur Crail, Margaret, Clarissa, Edith, elle se détourna de la toile et les laissa la lire à voix haute. Ce n'était pas Roger Gallinger, c'était Henry Gallinger. Clarissa recula comme si elle avait été giflée. Margaret laissa échapper un cri étranglé. Edith s'assit lourdement, comme si ses genoux avaient soudainement perdu toute force. Crail parla le premier, lentement, comme s'il traînait ses mots dans de la mélasse. Il ne couvrait donc pas seulement son frère. La voix de Miss Marple était calme, claire, mortelle. Il ne se cachait pas du tout. Roger Gallinger était un fantôme utile, un bouc, émissaire, un frère présumé mort qui pouvait revenir sous la forme d'un peintre fantôme, d'une main forgée, d'un meurtrier en exil. Mais Roger n'est jamais revenu. C'était toujours Henry. Henry a contrefait les tableaux. Henry a réduit Ambrose Petrie au silence. Et Henry a utilisé le prétendu retour de Roger pour détourner les soupçons. Même Petrie croyait que Roger l'avait tué. Il n'aurait jamais imaginé que le pinceau était resté entre les mains d'Henry depuis le début. La voix de Clarissa se brisa. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-il? À cause de toi, dit doucement Miss Marple. À cause de James. Parce qu'Henry croyait pouvoir gérer ta honte, ton enfant, ton avenir. Mais seulement s'il gardait le contrôle. Il a promis de protéger le nom de la famille, mais seulement en effaçant tout ce qui le menaçait. Il a payé pour que ton fils soit placé ailleurs. Il a détruit des archives. Il t'a épousé non par amour, mais par volonté de se contenir. Clarissa la fixa, les lèvres tremblantes. Non, non, ce n'est pas vrai. La voix de Margaret résonna, rauque et faible. C'est vrai. Il m'a dit un jour, il y a des années, que la seule chose pire qu'un scandale, c'était un héritier qui n'était pas le sien. Miss Marple s'avança lentement vers la cheminée. Quand Ambrose Petrie arriva, ses questions étaient innocentes, savantes. Mais Henry voyait quelque chose de dangereux. Ses connaissances en art, en signature, en droit successoral. Il ne pouvait pas prendre de risques. Alors il l'attira. Il gagna sa confiance. Il lui laissa juste assez de marge de manœuvre. Crail s'avança. Ce tableau, celui-ci, quand a-t-il été retouché? Miss Marple se tourna vers eux. Il y a 2 ans. Margaret avait laissé la toile au garde-manger, inachevée. Les vieilles peintures de Clarissa avaient été rangées au grenier. Henry l'a retrouvée. La figure était presque terminée, mais le visage manquait de netteté. Il l'a retravaillée, mais pas dans le but d'en faire une œuvre d'art. Il l'a terminée comme un piège. Il a ajouté un nom, une fausse provenance, un héritage caché, et il a laissé juste assez de confusion autour pour que, le moment venu, n'importe qui puisse être blâmé. Crail hocha lentement la tête, y compris Roger. Oui, mais Roger était mort en France. Henry avait usurpé son identité, discrètement, pendant des années, vendant des tableaux sous son nom, forgeant son style. Petrie commença à avoir des soupçons. Puis James revint, discrètement, prudemment. Et James commença à poser des questions. Clarissa pleurait en silence, son visage caché derrière ses mains. La voix de Miss Marple s'adoucit. James n'allait rien gâcher. Il allait retrouver le nom que sa mère avait perdu. Il allait remettre le portrait à sa place. Mais Henry ne pouvait pas le permettre. Pas avec le testament. Pas avec le codicille de Petrie. Pas avec un passé si proche du jour. Crail s'éclaircit la gorge, l'air sombre. Alors il les a tués tous les deux. Miss Marple hocha la tête. Il a attiré Petrie à la galerie. Il a desserré l'hameçon. Il a laissé tomber le tableau. Ce n'est pas le coup qui l'a tué. C'était du poison, administré dans un verre à cognac. La chute était censée expliquer la blessure à la tête. Puis il a posté la lettre que Petrie avait écrite quelques jours plus tôt, pour brouiller les pistes. Ça a fonctionné, brièvement. Et James?
James trouva la lettre cachée dans le cadre. Il confronta Henry. C'est alors qu'Henry l'emmena à la guérite, lui promit des réponses. Au lieu de cela, il lui donna du laudanum et le laissa mourir. Il fit passer cela pour un suicide. Culpabilité, chagrin, regret. Il glissa même un fragment de testament dans sa poche. Mais c'était trop propre, trop complet. Margaret leva lentement les yeux. Alors le tableau vit tout. Miss Marple soutint son regard. Oui, le tableau était là où il était toujours. Il portait la confession. Il portait le nom. Il les a tous vus mourir. Il y eut un long moment de silence. Puis Clarissa se leva, tremblante mais sereine. « Je vais voir la police. Je leur donnerai tout. Des lettres, des croquis, tout ce dont ils ont besoin. » Miss Marple s'avança vers elle. « Ce n'est pas nécessaire. Henry est déjà parti. » Crail leva brusquement les yeux. « Parti ? Hier soir, dit doucement Miss Marple. Avant l'aube. J'ai trouvé son bureau vide, son passeport disparu. Il n'ira pas loin. Mais il s'enfuira. Comme toujours. » Crail se retourna sans un mot et quitta la pièce. Margaret resta les yeux fixés sur le tableau. « Tu crois que James lui aurait pardonné ?» Miss Marple regarda à nouveau le visage du garçon. Il l'avait déjà fait. Le portrait demeurait immobile dans la lumière dorée, désormais dégagé, libéré de tout mensonge. Les yeux du garçon fixaient le vide avec une étrange paix, presque comme s'il avait su que cela finirait ainsi. Peut-être l'avait-il su. Et dans ce moment de calme, alors que le vent tournait et que les arbres soupiraient avec l'automne naissant, Miss Marple s'autorisa enfin à s'asseoir, les mains jointes, son tricot intact à côté d'elle. C'était terminé, sauf un bruissement, une toux, une voix dans l'embrasure de la porte. C'était Edith Fanshawe. « Il y a autre chose, » dit-elle faiblement. Dans la cave, derrière le casier à vin. Quelque chose. Henry m'a dit de ne jamais y toucher. Je pense qu'il est temps que quelqu'un le fasse. Miss Marple se leva une fois de plus. Parce que les secrets, après tout, ne s'arrêtent pas quand les gens meurent. Au chapitre 13, les morts parleraient à nouveau. Et Marchmont rendrait son dernier fantôme.